On a parlé de 3 sujets, ouais, dont on va reparler. Vous vous souvenez lesquels? Alors, ouais, la citoyenneté, l'écologie, et le troisième, c'était quoi? Le harcèlement, les violences à l'école. Bon, on va parler de tout ça. Très bien. Alors, et de tout ce que vous voulez. Alors, un petit mot d'introduction pour se dire pourquoi on est là aujourd'hui. On est là aujourd'hui parce que depuis quelques semaines, depuis quelques mois, vous l'avez peut-être vu à la télé, vous en avez peut-être entendu parler à l'école, vous en avez peut-être parlé avec vos parents. Dans le pays, il y a un grand débat qui s'est installé. Il y a des gens dans les mairies, dans les salles communales, dans les entreprises, qui se retrouvent pour parler, pour discuter, pour se dire ce qui va bien, ce qui va peut-être moins bien, et qui débattent. Et dans ces débats, on parle beaucoup de l'avenir des enfants. Et quand on a entendu ça, quand j'ai entendu ça, quand le président a entendu ça, on s'est dit, mais on parle beaucoup de l'avenir des enfants, mais ce serait peut-être pas mal de leur poser la question à eux aussi, question de leur avenir. C'est la première raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Puis il y a une seconde raison, c'est que cette année, on fête le 30e anniversaire de quelque chose qui s'appelle la Convention internationale des droits de l'enfant. Qu'est-ce que c'est la Convention internationale des droits de l'enfant? La Convention, c'est un traité, c'est-à-dire c'est un texte que tous les pays dans le monde ont signé et qui liste un certain nombre de droits des enfants. Le droit à l'éducation, c'est le droit d'aller à l'école. Le droit à la santé, c'est le droit d'être en bonne santé. Le droit au loisir, on a le droit d'aller à l'école, on doit faire ses devoirs, mais on a le droit aussi de s'amuser. Le droit à la libre expression et à la libre opinion, ça veut dire le droit pour les enfants de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent, et donc la nécessité pour les adultes d'écouter leurs paroles, d'écouter ce qu'ils disent. Et c'est ce qu'on va faire aussi aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'on est là, pour écouter votre parole. Et donc ça, c'est la première chose importante, c'est que, en réalité, là, le président et moi, on ne va pas travailler. C'est vous qui allez bosser. Nous, on est là pour vous écouter. On n'est pas là pour vous dire tout ce que le président et moi on fait, c'est super ou c'est pas bien. On est là pour vous convaincre, on est là pour vous écouter. C'est important pour nous d'écouter votre expérience, ce que vous avez vécu, ce que vous vivez à l'école, votre regard sur les choses. C'est très important pour nous. Donc on est vraiment là pour vous écouter. Il faut que vous vous sentiez libre. Vous l'avez vu, on n'est pas à l'école ici. On est entre nous. Oubliez tout ce qu'il y a autour, là. On est entre nous, là. Il y a un petit cercle. On est entre nous. Et on veut vraiment vous écouter. Et vous nous posez des questions, on vous répondra. Mais c'est vraiment, il faut qu'il y ait du ping-pong entre vous tous. OK? Donc soyez très à l'aise. Il n'y a pas de mauvaises questions. Il n'y a pas de mauvaises réflexions. Ce qui compte, à partir du moment où on respecte l'autre, on ne peut pas être d'accord avec ce qu'il raconte. C'est ça le débat d'ailleurs. Mais à partir du moment où on respecte l'autre et son opinion, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de jugement. OK? C'est clair pour tout le monde? Vous êtes content d'être là? Est-ce que vous êtes en forme? Vous avez intérêt, parce que normalement le débat il va durer 1h30. Et généralement avec le président de la République, ça dure plutôt 6 ou 7 heures. Hein. Donc j'espère que vous avez pris des vitamines. Hein. Bon. Alors, moi ce que je vous propose de faire, est-ce que vous voulez... Est-ce que, Monsieur le Président, vous voulez dire un mot? Moi, je veux surtout vous entendre. Le ministre vous l'a dit. Il dit pourquoi on était là. On parle de beaucoup de choses. On a tendance à parler des sujets du présent. C'est aussi la vie qu'on partage tous dans la société. Mais beaucoup de choses qu'on décide aujourd'hui, ce sera en fait pour vous. Quand on parle d'écologie, de l'environnement dans notre pays, quand on parle des grands choix pour qu'on organise la vie ensemble, quand on parle justement de citoyenneté, puisque vous voulez évoquer ce sujet, de la place des uns et des autres, quand on parle même des grands risques, des grands sujets internationaux, les choix qu'on fait aujourd'hui, c'est vous qui allez les vivre comme adultes. Et donc, l'idée que vous puissiez, vous, me dire quelles sont les choses qui vous font réfléchir, les idées qui sont les vôtres sur ces sujets, vos propres préoccupations, est un moment important de ce débat. Donc moi je souhaite qu'il puisse y avoir
une très grande liberté. S'il y a des questions, j'y répondrai, mais surtout que vous puissiez apporter votre contribution, vos propres réflexions. Donc, je vous écoute. Alors, on va commencer par l'environnement, si ça vous va. Ah oui, c'est très l'écologie. structuré. Ah, c'est un peu structuré, et puis après, on Vous vous êtes laisse laissé libre comme cours. ça. Bon, je dis rien. Et c'est Esteban, je crois, qui a une première question. Mais chacun peut réagir. Ouais. Donc, du coup, quand il y a un thème, s'il y en a qui sont d'accord ou pas d'accord, vous intervenez. Allez. Absolument. Donc il y en a pas mal dans mon village qui trouvent qu'il y a beaucoup trop d'emballages plastique, carton et autres. Et ils aimeraient réduire les emballages ou alors trouver des solutions pour en diminuer. Et là, pourquoi il trouve qu'il y a trop de plastique? Parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de plastique qui est recyclé. Il y a aussi énormément de déchets dans le monde. Et ils aimeraient trouver moins de plastique et moins d'emballage autour des aliments, par exemple. Et alors, il y a des idées, ils ont des suggestions ou pas? Non. Il y en a qui ont des... Alors, pourquoi c'est pas bon le plastique? Ouais. Vas-y. Parce que ça pollue la planète. Oui. Ça pollue. D'autres veulent réagir. Tiens, prenez les micros un peu. Ça va dans les océans et ça détruit les habitats naturels des animaux. C'est du pétrole. C'est vrai, c'est fait avec du pétrole. Absolument. Quelqu'un d'autre veut réagir? Comment ça s'appelle? On a parlé tout à l'heure du plastique dans les océans. C'est un nom? Ça détruit la barrière de corail. C'est le... Vous vous souvenez comment ça s'appelle? Le 7e continent. Absolument. Tu veux rajouter quelque chose? Mais alors, donc ça, on est d'accord pour dire que le plastique, quand il finit dans la nature ou les océans... Oui, vas-y, pardon. Une solution, les magasins, les restaurations rapides, arrêter d'emballer tout, les couverts en plastique. Oui. Et les bouteilles en plastique. Ça, c'est une solution. Du coup, t'en as moins. Qu'est-ce qu'il y a comme autre solution? Vendre moins en sachet et vendre en vrac, qu'on achète tout et qu'on réutilise les sacs. Il y en a d'autres qui ont des solutions en tête. Tiens. Des jouets plutôt en bois ou en une autre matière que le plastique. D'accord. Comme solution, ouais, t'en as une? Esteban? Et mettre les aliments à disposition, se servir directement dans les magasins au lieu de mettre une quantité dans des... Oui, ça rejoint ce que... C'est quoi ton prénom? Ce que Lucie disait. C'est mettre en vrac pour les prendre et pas les préconditionner. Ça, t'as raison. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'idées? Au lieu d'utiliser des sacs plastiques, par exemple, utiliser des sacs en tissu ou des sacs cabas. Pareil pour les bouteilles en plastique ou quoi, remettre des bouteilles en verre comme le lait avant. Tiens, regarde, t'as un micro derrière. Arrêter de produire des objets en plastique comme des assiettes ou des couverts. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Alors, bon, d'abord, tu as raison, et je comprends que dans ton village, on dise que c'est pas une bonne chose, vous l'avez très bien dit, parce que, en effet, quand le plastique finit dans la nature ou dans la mer, ça crée des tas d'effets, si je puis dire, secondaires. En tout cas, ça vient polluer, ça vient bousculer les habitats naturels, ça vient polluer, ça réduit la biodiversité, ça crée tout un tas de problèmes. Mais si on regarde les choses comme solution, à mon avis, on en a même d'autres par rapport à ce que vous avez dit. Il y en a une, c'est déjà de ne plus le jeter. Alors, on s'organise là pour ramasser le plastique lorsqu'il est jeté dans la nature. Il y a des mobilisations qui se font et des journées qui sont organisées, auxquelles c'est bien de participer. Mais tout ce qui va vers le tri,
sélectif, qui évite évidemment de jeter et de dire on met d'un côté le plastique, de l'autre côté les autres matières, et on essaie du coup, avec ce plastique usagé, de le recycler, c'est déjà une première méthode. Je le dis parce que tu vois, même quand il y a du plastique, on peut se comporter différemment. On n'est pas obligé de le jeter dans la nature ou de dire ça finit dans la mer ou par terre. Oui, tu voulais dire? Bah, du coup, on pourrait mettre une journée où tout le monde se mobilise pour ramasser les déchets et trier. Alors il y en a qui le font ça. Hein. Alors vas-y. Alors vas-y. Raconte-nous comment ça se passe. Non, tous les 2 ans, on fait une journée où on va ramasser les déchets avec l'école. Et au conseil municipal des enfants, on a fait ça 2 années où on était allé ramasser les déchets pas forcément dans la nature ou dans la ville. Oui. Nous, c'est presque pareil, mais on le fait tous les ans et on va dans la ville ramasser un peu partout les déchets et voilà. Vas-y. Et avec l'école, on a trouvé pour la première année, on avait beaucoup de sacs. Et pour cette année, on en avait beaucoup moins que la première année. Ah, donc tu penses que ça a eu un effet? Oui. Mais du coup, il y en a moins Tant mieux. moins dans la nature. Exactement. Vas-y. Non, regarde là, il y a... Nous aussi, on le fait tous les ans avec l'école. Oui, très bien. Et puis dans la ville. Alors ça, donc, il y a le tri, lutter, ramasser, participer à ces journées, un peu ce qu'on appelle souvent les journées citoyennes ou des journées d'action contre justement à la fois la pollution et pour ramasser comme ça les déchets qu'on a, soit plastique. Il y a eu des mobilisations pour justement nettoyer aussi les rivières, les cours d'eau, ramasser les mégots que les gens déposaient parce que ça aussi c'est très mauvais, c'est une pollution. Donc il y a une mobilisation et on peut faire mieux déjà sur le déchet plastique pour le trier et éviter qu'il soit par terre. Après, il y a plein de trucs dans ce que vous avez dit qui sont très justes, c'est éviter d'en utiliser trop. Et donc, ça veut dire changer nos habitudes. Et ça, la solution, elle est chez chacun d'entre nous. Ça veut dire utiliser moins de bouteilles plastiques, comme tu l'as dit, et aller soit au distributeur d'eau, avoir des gobelets qui ne soient pas en plastique, essayer d'avoir des bouteilles en verre. Et donc, tu vois bien qu'on a tous pris des habitudes et que c'est des habitudes de consommateurs, des habitudes parce que c'est plus facile d'avoir ces bouteilles-là. Donc, il faut progressivement changer les choses pour qu'il y en ait moins. Pour aller acheter les fruits et légumes, pour aller acheter la nourriture à emporter. C'est ce que tu as dit. Tu voulais rajouter quelque chose? Mais vu que c'est souvent nous, avec l'école, avec le conseil municipal des enfants, qui ramassons les déchets, mais souvent, on trouve la moitié des déchets, c'est des mégots ou alors des... qu'on n'a pas qu'à nous, donc c'est pour ça que ce serait bien une journée. Exactement. Alors ça se fait de plus en plus, ce à quoi tu participes, mais c'est tout à fait vrai. Et c'est pas vous qui les avez mis, par définition. Mais c'est pour ça qu'il faut habituer les gens à une forme, ce qu'on appelle le civisme. On va parler après de citoyenneté, si j'ai bien compris. C'est pareil pour l'écologie. Nos rues, notre planète, on la partage, et donc c'est important qu'on ait des comportements qui soient respectueux. Et puis après, le dernier truc, c'est qu'il faut en produire moins. Mais ça, il faut que progressivement on fasse les choses, parce qu'il y a des tas de gens qui travaillent, tu vois, pour produire du plastique aussi. Et il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, on leur a pas dit que c'était pas bien. Et donc, il faut que les gens qui sont en train de produire ces bouteilles d'eau ou autres, on les aide à trouver un autre emploi, ou à trouver en tout cas une activité pour pouvoir soit produire les bouteilles en verre, soit faire autre chose. Et donc les accompagner. Donc c'est des tas de changements de nos comportements à nous, de notre organisation collective pour produire moins de plastique et en gaspiller moins. Mais à la base, il y a aussi une responsabilité de chaque personne pour pas le jeter dans la nature. Aussi, il y en a, ils font pas attention, mais ils jettent plein de déchets par terre et du coup, c'est comme ça que ça pollue. Exactement. Et ça, faut leur dire. Alors, est-ce que sur l'environnement, l'écologie, on a parlé beaucoup du plastique, des déchets, des tris. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous voulez évoquer? Maë, est-ce que tu veux nous parler d'autres choses? Ouais. Dans le pôle Nord et dans le pôle Sud, il y a des fontes d'eau et du coup, faut lutter contre fonte de glace. Pourquoi il y a la fonte des glaces?
Bah parce que Alors, les autres. Allez, t'as pas parlé. Pourquoi t'as pas parlé? Tiens. Pourquoi? À cause du réchauffement climatique. Oui. Donc comme il fait plus chaud, la glace fond. Et Mais- ça, Même Et dans les ça. endroits où elle ne devait pas fondre. et ça entraîne la montée des eaux. Et pourquoi il y a le réchauffement climatique? Alors, quelqu'un nous l'a dit tout à l'heure. Allez-y. Aussi, ça réchauffe l'eau des océans, du coup, les corails, ils se détruisent. Les barrières de corail, les coraux. Et aussi, ça détruit l'habitat des animaux qui vivent sur la banquise. Le réchauffement climatique, par quoi il est provoqué? Quelqu'un le sait? Tiens, hop. Avec les usines qui réchauffent notre planète en y mettant des produits, on va dire, un peu chimiques Alors allez-y. ou autres. La pollution qui troue la couche d'ozone et ça fait fondre la glace. Pas mal. Ouais. D'autres? Bah aussi, quand les vaches, par exemple, elles sont trop... Enfin, on les met tous dans un même enclos serré et elles sont stressées et tout ça et... Enfin, je sais plus trop, mais il y a un truc, un genre de gaz ou un truc qui fait que ça réchauffe aussi, ça fait le réchauffement climatique. Tu veux rajouter quelque chose? Non. Tiens, derrière toi, regarde. C'est aussi, il y a un trou au pôle Nord. Non, Couche d'ozone. oui, il y a un trou. Est-ce qu'il y a des enfants qui veulent rajouter quelque chose? Ouais. Non? Oui. Tiens, regarde, derrière. Là. Tiens, regarde, on va te donner un micro derrière. Bah aussi, c'est qu'après, quand il y a des icebergs qui se détachent, ça peut faire couler des bateaux. Et s'il y a des bateaux qui ont du pétrole, ça va polluer encore plus la mer. Alors là, c'est vraiment la cata, si on en a. Mais t'as raison, Ouais. absolu. Ouais. Sur le réchauffement, vas-y. La montée des eaux peut faire couler des petites îles, peut faire ensevelir des petites îles. Oui. Ou même nos plages de maintenant, les habitats qui sont près des plages pourraient être détruits à cause de la montée des eaux. Alors ça, c'est vrai. Alors, on est parti des pôles qui fondent. Donc, ça, vous m'avez tous dit, c'est le réchauffement. Donc, la banquise fond. Ça veut dire que le niveau de l'eau monte. L'une des conséquences, c'est vrai, plusieurs l'ont dit, c'est que les îles qui sont les plus à fleur de l'eau, elles peuvent progressivement être ensevelies. Et on sait que si on continue à ce rythme-là, dans quelques années, il y a des îles qui sont ensevelies. Parfois, vous entendez parler des états vulnérables. Ben, c'est ça. Et ce qui est vrai aussi, c'est que la côte est en train de bouger. Même en France. Même en France, sur le bord de l'océan, à cause justement de ces effets-là. Et on le voit dans d'autres pays qui sont encore plus exposés. La deuxième chose, ça a été très bien dit, ça a un impact sur ce qu'on appelle la biodiversité. Parce qu'il y a les animaux qui vivent dans la banquise ou qui vivent dans d'autres endroits, et tous ces changements fait que leur habitat est bousculé, donc ces animaux disparaissent. Et la troisième chose, c'est que ça crée d'autres dérèglements. Je crois que c'est toi qui l'as dit sur les courants. Tu as dit sur les barrières de coraux, et quelqu'un après a parlé de la circulation des eaux, mais ça crée... Alors, les coraux, ça fait partie de la biodiversité qui diminue, mais après, les grands courants changent, donc ça perturbe au-delà même de la montée des eaux. Donc tout ça, c'est des conséquences, mais il y en a plein d'autres, de ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Alors le réchauffement climatique, vous l'avez dit, ça veut dire, c'est lié à quoi? C'est la température qui monte. Et cette température, elle monte parce qu'il y a ce fameux trou que vous évoquez, mais ce n'est pas simplement les vaches. C'est peut-être un autre sujet, la maltraitance animale, on pourra y revenir si vous voulez, mais ça veut dire qu'on produit des gaz qu'on émet, en particulier du CO2. C'est toi qui l'as dit? Voilà, donc du dioxyde de carbone, et qui contribue à ce réchauffement. Donc la solution pour lutter contre, alors il y a tout ce qui s'appelle s'adapter.
Donc il faut essayer de protéger les côtes, même si elles reculent, de protéger ces espèces. Bon. Mais c'est de réduire nos émissions de dioxyde de carbone, ce fameux CO2, essentiellement. Il y a d'autres gaz qui créent plein de problèmes, les gaz qu'on met dans les climatiseurs. Vous m'avez peut-être entendu parler ces derniers jours de HFC, c'est les gaz qu'on met dans les climatiseurs, ça c'est très polluant, ça crée plein d'émissions qui contribuent au réchauffement, mais c'est le fameux dioxyde de carbone. Il y a d'autres gaz comme le méthane plutôt qui est produit aussi par les fameuses vaches dont tu parlais. Alors comment on fait pour réduire le dioxyde de carbone? Parce que si on veut lutter contre le réchauffement, c'est ça ce qu'il faut faire. Il faut lutter, il faut moins produire de dioxyde de carbone. Ou alors il faut réussir à l'attraper pour pas qu'il monte comme ça en l'air et qu'il contribue à ce réchauffement. Alors qu'est-ce qu'on a comme solution? Vas-y. Peut-être avoir plus de voitures électriques ou non polluantes. Oui. Avoir plus d'arbres pour que ça absorbe le dioxyde de carbone. Oui. Alors comment ça absorbe le dioxyde de carbone, l'arbre? C'est ce qui lui permet de respirer. Et il comment? Je sais pas trop. L'oxygène. Alors ça c'est ce qu'il rejette après. Ah oui. Ça s'appelle comment? Ce que vous avez, à mon avis, vous l'avez appris en biologie. Enfin de mon temps, parce qu'on est en 5e en biologie, mais c'était il y a longtemps. Qu'est-ce qui fait qu'on absorbe le CO2 quand on est un arbre? Ouais. La photosynthèse. C'est la photosynthèse. La photosynthèse, c'est ce qui fait qu'avec l'eau, une plante, un arbre, elle a l'eau, elle va avoir le soleil, elle va prendre le CO2, elle va plutôt libérer de l'oxygène, et elle va produire sa propre matière, sa matière organique. C'est comme ça qu'elle va croître, ou produire ses fruits, ses fleurs. Ça, la photosynthèse, c'est exactement ce que tu décrivais. Et donc, en effet, avoir plus d'arbres, de prairies, donc lutter contre ce qu'on appelle l'artificialisation des sols, c'est-à-dire avoir des sols où on ne met pas des constructions ou rien, mais où on laisse la nature reprendre ses droits, maintenir les forêts, avoir plus de forêts, ça permet d'attraper le CO2. Et donc même si on en produit, on en attrape plus, et donc c'est bon par rapport à ce qu'on décrit. Et l'autre, c'est moins en produire. Alors il y a la voiture électrique, est-ce qu'il y a d'autres idées? Voiture à hydrogène. Arrêter les usines avec les produits chimiques et les remplacer par d'autres énergies non polluantes. Déjà, tous les gaz et les produits qui peuvent détruire les arbres. Les usines de bétonisation. Bétonisation. Il y a d'autres qui ont d'autres idées. Non? Alors, la question qu'il faut se poser, c'est comment on crée ces gaz, ce CO2. Grosso modo, c'est plutôt quand on se déplace. Et donc, en effet, c'est nos voitures. Nos voitures, mais aussi les avions, les bateaux, etc. Donc, il faut qu'on arrive à faire marcher le monde tel qu'il va en produisant moins de ces gaz, moins de CO2. Et donc, c'est vrai que plus de voitures électriques, aller vers de l'hydrogène, ça ne marche pas tout de suite sur les voitures, mais déjà sur les bus, ça marche pas mal. Avoir des véhicules, même quand ils consomment encore de l'essence ou du diesel, qui polluent moins, parce qu'on a amélioré les technologies. Avoir plus de transports collectifs, c'est-à-dire plus prendre des transports où on est à plusieurs ou du covoiturage et pas se déplacer tout seul, parce que du coup, on émet moins par personne. Donc, tout ce qu'on essaie de faire, c'est de réduire la part de CO2 que chacun met dans l'atmosphère pour pouvoir se déplacer. Donc, il y a un peu tout ça. Alors, ça change les habitudes et ça veut dire qu'il faut plutôt favoriser les transports collectifs et les transports qui ne polluent pas. La deuxième chose, c'est les usines. Ça a été dit. Et donc, il faut plutôt favoriser les usines qui, en effet, ne rejettent pas ces gaz et donc des nouvelles façons de produire. Et puis, la troisième chose, c'est la production de l'électricité même.
les lumières qu'on voit là, elles utilisent des choses qui peuvent produire des gaz. Si on fait cette lumière en produisant de l'électricité à partir du charbon, bah, c'est pas bon. Avec du gaz, c'est un peu moins mauvais, mais c'est pas terrible non plus. Le nucléaire qu'on a, en France plutôt plus qu'ailleurs, ça produit moins de CO2. Ça a d'autres impacts, ça inquiète beaucoup et donc il faut s'assurer de la sûreté. Ça a des questions de retraitement des déchets sur le long terme, qui sont des vrais sujets, mais ça pollue moins. Et évidemment, ce qui pollue encore moins, c'est l'énergie solaire, ce qu'on appelle l'énergie éolienne, c'est-à-dire l'énergie du vent, et les énergies renouvelables, en particulier ce qu'on peut faire avec des méthaniseurs, dans une ferme avec les déchets, etc. Et donc, ce qu'on doit faire, c'est favoriser ces moyens nouveaux pour produire l'électricité. Et donc, c'est pour ça que vous avez peut-être entendu parler dans la région, on va fermer une centrale à charbon, parce qu'elle nous fait produire aujourd'hui de l'électricité à partir du charbon, ce qui n'est pas bon pour le CO2. Et donc là aussi, il faut changer plein d'habitudes qu'on a, si on veut lutter contre le réchauffement climatique. Est-ce que vous pensez qu'on est en train de gagner cette bataille ou est-ce qu'on est... Qu'est-ce qu'il faudrait faire au-delà de ce que j'ai dit? Vas-y. Bah, il faudrait arrêter. Oui, alors le problème c'est que tu vois, tu ne peux pas demander aux gens de plus du tout se déplacer. Tu ne peux pas tout arrêter du jour au lendemain. Bah, essayer de faire un peu moins et bah, après. Exactement. Oui, vas-y, à côté de toi. Bah oui, mais il y a des gens qui ne voudront pas arrêter, enfin qui continueront à utiliser leur voiture tout seul, sans faire de covoiturage. Alors, il faut du coup inciter ceux qui font... Il y avait aussi un jeune homme qui est là. Ah pardon, je croyais que tu levais la main. Il y a aussi ceux qui... Il faut donc inciter. D'abord, il faut l'expliquer aux gens. C'est ce que vous faites depuis tout à l'heure, aussi en expliquant vous ce que vous êtes prêt à faire. Il faut expliquer que c'est mieux pour tout le monde, et donc pour eux aussi. Et ensuite, du coup, il faut donner des petits avantages à ceux qui font du covoiturage, pour que les gens changent d'habitude. Et après, il faut aller plus vite dans le changement, là, tu as raison. Plus vite encore. Oui. Pardon. Ou sinon, on peut marcher pour se déplacer. Au lieu qu'utiliser la voiture, on peut marcher, parce que là, on ne pollue même pas du tout. Mais après, il y en a qui habitent trop loin de l'endroit où ils travaillent, tu vois. Oui, mais si par exemple, on va aller chez quelqu'un et que c'est proche, au lieu de se déplacer en voiture, eh ben, on n'a qu'à se déplacer à pied. Exactement. Ou à vélo. Ouais. Et créer plus de pistes cyclables pour qu'on puisse plus facilement se déplacer en vélo sans danger. Bonne solution, ça fait partie des choses que font juste derrière le... Hop, tiens. Ou peut-être mettre plus d'éoliennes, par exemple, dans la mer. Alors, ça c'est vrai. Alors, pour le moment, c'est ce qu'on est en train de faire. Il faut aller encore plus vite. Les gens en ont un peu parfois assez de voir des éoliennes sur Terre. Parce qu'ils disent que ce n'est pas bon pour le paysage. Ils ne veulent pas forcément en avoir près de chez eux. Mais dans la mer, on est en train de les développer. C'est un peu plus compliqué que sur Terre, évidemment. Mais on est en train d'en faire. Là, on a lancé des premiers projets. Et c'est vrai que ça fait partie des solutions. La meilleure solution, celle qui est vraiment très peu polluante et la moins chère qu'on a en France, c'est l'hydroélectricité. Est-ce que vous savez ce que c'est? Vas-y. Alors là-bas, tiens, t'as pas encore. Ouais. Je crois que c'est des moulins dans l'eau. Oui. Enfin, c'est des barrages. Et donc tu prends l'énergie de l'eau, mais c'est ça, c'est avec l'eau. Mais le problème, c'est que s'il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'énergie. Alors, c'est différent parce que là, c'est pas dans la mer, c'est les cours d'eau que tu as, c'est les fleuves et les rivières. Et donc l'hydroélectricité, hydro ça veut dire eau, c'est en utilisant les grands barrages et peut-être les cascades que vous voyez parfois quand vous vous baladez. On a mis plein de barrages dans les années 60, 70, beaucoup, un peu après aussi. Et on arrive là à créer de toute façon une énergie parce qu'il y a des changements de niveau. Quand l'eau, elle dégringole d'en haut en bas, par définition, tu as une force. Et donc ça, c'est quelque chose que tu peux emmagasiner comme de l'énergie. Et ça va te faire de l'électricité. Et donc, partout où on a ces cours d'eau, ces rivières, surtout en zone de montagne, on a créé ces systèmes. Et donc, on a plein de barrages dans nos fleuves et nos rivières. Et on produit de l'hydroélectricité. Celle-là, elle est à la fois très rentable économiquement, c'est pas cher, ça, et elle ne pollue pas. Ensuite, il y a l'énergie solaire. Pareil, donc il faut mettre des panneaux solaires. Mais là, le problème, c'est qu'il faut être sûr d'avoir du soleil toute l'année. Et donc,
on dit que c'est intermittent. C'est-à-dire que quand il fait pas beau, tu peux pas avoir l'énergie. Donc, si on a besoin tout le temps d'électricité, il faut avoir quelque chose d'autre en parallèle. Il y a le vent, donc les éoliennes, il y a le vent en mer, et puis il y a les marées, c'est ce qu'on appelle les énergies marémotrices, mais ça marche moins bien et c'est encore très très cher, donc on l'a pas beaucoup développé encore. Mais pour les panneaux solaires, il y a des gens qui disent que ça coûte très cher à détruire et que ça pollue. Alors, de toute façon, sur tous les sujets, on a la question du recyclage. C'est la discussion qu'on a eue sur le plastique. Dès que tu as un objet, la question de savoir comment on va le recycler, elle est essentielle. Bon, ce qui est d'abord vrai, c'est que le solaire, ça permet de produire de l'électricité à des prix qui sont très peu chers et que ça ne produit pas de CO2. Donc ça, c'est bon et c'est acquis. Après, en effet, il faut pouvoir recycler les panneaux. Ça veut dire de la même manière que pour le plastique, il ne faut pas le jeter n'importe où. Et il faut créer ensuite les métiers qui permettront d'utiliser les panneaux usagés pour en faire autre chose. Parfois, vous l'avez peut-être entendu, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Circulaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on recycle les choses. Et donc ton panneau solaire, il faut qu'il ait plusieurs vies. Si tu le jettes comme ça, en effet, c'est pas bon. Tu vas avoir un problème avec les déchets. Mais tu vas pouvoir utiliser plusieurs matériaux qu'il y a dans ton panneau solaire, soit pour contribuer à faire un panneau solaire neuf, soit pour faire d'autres choses dont tu as besoin, pour faire des instruments, pour faire des objets industriels. C'est le recyclage. Et ça, c'est bon pour l'environnement aussi. Oui, mais les panneaux solaires, ça coûte très cher et du coup, tout le monde ne peut pas en avoir. Ça coûte pas si cher que ça. Il y a des aides pour le faire. Je ne suis pas en train de dire que chacun peut avoir son panneau solaire. Hein. Mais nous, aujourd'hui, toi, tu achètes, ou tes parents, ton électricité pour qu'elle vienne à la maison. Il y a des gens qui produisent leur propre électricité, mais c'est quand même des cas très très rares. Mais après, la question, c'est comment on produit l'électricité qui vient chez toi. Et donc, ce n'est pas forcément quelqu'un qui va acheter son panneau solaire tout seul. Ça veut dire que nous, on permet d'avoir de plus en plus de panneaux solaires dans des endroits qui ne sont pas utilisés aujourd'hui pour produire cette électricité et que cette électricité, il y ait moins de CO2 à la base. Est-ce que vous avez d'autres questions sur comme ça l'environnement et le réchauffement de cette partie-là, réchauffement de la planète et comment on peut avoir moins de CO2? Ou est-ce qu'on avance sur le prochain sujet pour vous laisser en plus un peu un temps à la fin de poser des questions plus libres encore? Ouais, on avance? Mais sur l'environnement, est-ce qu'il y a d'autres trucs que vous voulez dire ou que vous ne comprenez pas ou que vous voulez partager? La déforestation. Oui, dis-moi, vas-y. Replanter des arbres. Alors, et pourquoi principalement? Pour que la nature reprenne ses droits. Et tu vois ça où? Je sais pas. Alors, la reforestation, donc replanter des arbres, c'est comme on disait tout à l'heure, d'abord, c'est bon pour que la nature reprenne ses droits, et donc pour que les espèces qui ne vivent que dans la forêt puissent se développer, mais c'est aussi très bon, comme on l'a dit, pour lutter contre le réchauffement de la planète, hein, parce que ça, par la photosynthèse, comme tu l'as dit, ça permet d'attraper beaucoup de CO2. Nous, on a beaucoup de forêts. Notre problème, c'est qu'on ne l'entretient pas assez parce qu'elle est divisée entre plein de monde. Il y a beaucoup de petites forêts individuelles. Mais la France, on est l'une des principales forêts d'Europe. Donc, on va lutter contre la déforestation. On a un endroit de la France où on a une immense forêt. Est-ce que vous avez une idée de où c'est? Oui. Et comment la France, elle est dans la forêt amazonienne? Vas-y, mais vas-y, c'est vrai. Donc comment la France, elle est dans la forêt amazonienne? Parce que c'est vrai que c'est la plus grande forêt, mais... Tu sais, toi? Est-ce qu'il y a la France, vous le voyez sur la carte, on a des départements, des régions ou des territoires qui sont au-delà des mers. Oui, vas-y. Mais la forêt amazonienne, elle n'est pas en France. Non. Ah, elle est où, la forêt amazonienne? Elle est au Brésil. Elle est en Amérique du Sud.
Elle est beaucoup au Brésil. Et qu'est-ce qu'il y a à côté du Brésil? La mer. Non, au nord du Brésil. C'est quoi comme territoire, si tu regardes la carte? Je sais pas. Le Mexique. C'est beaucoup plus au nord encore. Ça, c'est Amérique centrale. La Guyane française. Exactement. La France, elle a des territoires d'outre-mer qui sont souvent des îles. Vous en avez dans le Pacifique, il y a la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, on en a dans l'océan Indien, avec la Réunion et Mayotte. On a même ce qu'on appelle les terres australes et antarctiques françaises, qui vont jusque dans les pôles. Vous avez la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, et vous avez Saint-Pierre-et-Miquelon dans l'océan Atlantique. Il y en a encore beaucoup d'autres que je ne cite pas. Et vous avez la Guyane, qui est dans la France. Et en effet, la Guyane, elle a sur son sol la forêt amazonienne. Et donc nous, on a ce territoire-là. Et en Guyane, on doit lutter contre la déforestation sauvage. Donc c'est tout à fait juste. Et il y a plein d'endroits où il y a de la déforestation sauvage pour exploiter ou le bois ou pour essayer de remettre de l'industrie. Et c'est une très mauvaise chose pour la biodiversité et pour l'environnement. Et donc c'est une des solutions, tu as raison, et c'est ce qu'on doit continuer à faire de plus en plus fort. Réintroduire la nature en ville. Oui. Alors comment? En mettant de la végétation. En mettant des parcs, en reboisant, en mettant de la végétation. Oui. En faisant même parfois de l'agriculture en ville. C'est possible. T'as raison. Ça permet de faire tout ce qu'on a dit un peu tout à l'heure. Ça va dans le bon sens. Oui, vas-y. Tiens. Faudrait aussi arrêter de planter des arbres qui servent à l'huile de palme parce que ça détruit toutes les forêts. Où est-ce qu'il y en a beaucoup? Je crois au Mexique, non? Non. En Malaisie. Et alors vas-y, pourquoi c'est pas bon ça? Parce que ça détruit la forêt des singes, tout ce qui est orang-outan, tout ça. Et ça détruit aussi les passages des éléphants. Sur la santé, on n'est pas très bon non plus. Oui. Ça, tu as raison. Donc ça, maintenant, tout le monde est conscient. Dans l'alimentation, si vous regardez, quand vous allez faire les courses, il y a plein maintenant on met partout, soit quand il y a de l'huile de palme, c'est signalé, ou on met garantie sans huile de palme. Donc les gens ont progressivement pris conscience que ce n'était pas très très bon pour la santé, et c'est de se déshabituer. Et après, ce que tu dis est vrai. Et donc, nous-mêmes, dans certaines industries, on importe encore de l'huile de palme, de moins en moins. Et donc, la grande difficulté qu'on a, c'est de réussir à accélérer les choses pour utiliser d'autres choses que l'huile de palme. Et en fait, dans ces industries qui produisent de l'énergie à partir de l'huile de palme, on peut utiliser du colza ou du tournesol, enfin plus exactement un peu les déchets, ce qu'on appelle le tourteau de colza ou de tournesol. C'est un peu plus cher, donc on doit maintenant convaincre progressivement les industriels de faire ce changement le plus rapide possible. Mais on en a encore nous-mêmes, on n'a pas été au bout de cette bataille. On en importe, on n'en produit pas. Et donc progressivement, il faut réduire ça, il faut convaincre ceux qui l'utilisent que la déforestation n'est plus une solution et les aider à trouver une autre solution. Mais sur beaucoup des sujets qu'on évoque, la prise de conscience des citoyens et en particulier des jeunes est essentielle. Et après, il ne faut pas rester dans le qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. On sait ce qui est bon. Il faut aider les gens qui sont dépendants de ce qui pollue, de l'industrie de l'huile de palme, tout ça, parce qu'il y a des gens qui vivent et qui nourrissent leur famille et qui travaillent dedans. Il faut les aider progressivement à aller vers les secteurs qui sont bons pour l'environnement. Et donc parfois les gens veulent que ça aille beaucoup plus vite pour les uns. Les autres, quand ils travaillent dans ces secteurs-là, ils ne veulent pas changer du tout. C'est ça qui crée parfois des conflits. Donc il faut expliquer à tout le monde et progressivement les faire bouger. C'est qu'en fait, s'ils veulent détruire des arbres, ils peuvent détruire les séquoias, vu que les séquoias, ça repousse en fait. C'est les plus grands arbres de la Terre et puis ça repousse. Donc comme ça, après, on n'aura pas de problème. On aura d'autres séquoias. Comme ça, ils auront quand même récupéré du bois. Oui,
Bon. L'environnement, l'écologie, la nature, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous vouliez dire? Des idées ou des choses qui vous semblent un peu folles, ou vous ne comprenez pas, ou on ne fait pas bien? Alors allez-y, on avance. Alors on va parler maintenant des questions des violences. La violence, du harcèlement. Hein, c'est un peu de ça dont on a parlé tout à l'heure. Qu'on peut rencontrer à l'école par exemple, mais pas qu'à l'école. Alors je crois que Lani, tu voulais commencer à nous poser une question là-dessus? Enfin, Bah, moi, je voulais poser la question à tout le monde sur le cyberharcèlement, donc le harcèlement sur les réseaux sociaux et tout ça. Je vais demander sur TikTok ou même sur tous les autres réseaux sociaux pourquoi on harcèle les gens et pourquoi on insulte, ça sert à quoi? alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir? Est-ce que vous êtes tous d'accord avec déjà le témoignage? Est-ce que le harcèlement, notamment sur les réseaux sociaux, vous avez le sentiment que c'est quelque chose de... Tiens, regarde derrière toi. Très Bah, ça sert à rien. Ouais. Et toi, tu en as... C'est déjà arrivé ou pas? Bah oui, mais... Bah c'est sur Instagram. Ah ouais? Pourquoi? Il y a quelqu'un qui a dit montre-moi ta photo ou autrement je te bloque. Et t'as fait quoi? Bah je l'ai bloqué. Ah, tu l'as bloqué toi. C'est pas mal. Très bien. Et tu l'as dit après ou pas? Tu l'as dit à tes parents ou pas? Bah oui. Bah rien. Tu l'as dit? Oui. Tiens, regardez là. Sur les réseaux sociaux, il y en a qui commencent par dire des insultes et après qui demandent de l'argent si on va plus loin. Donc ça peut causer des problèmes. Et bah nous, ce qu'on a fait, quoi, parce que mon frère, il s'est fait harceler dans son réseau social. Bah il a défait ce compte Sur quel réseau il s'est fait harceler? sur Skype. Et il a défait l'application pour puisse se refaire et puis bah il a pas recommencé à le réinstaller des réseaux sociaux. Ou alors il demandait aux parents. Mais il a dit à ses parents. Oui, il l'a dit. Il y aura toujours des gens qui voudront faire du mal aux autres, donc on peut rien y faire. Enfin, si, on peut leur dire, on peut dire aux parents, mais il y aura toujours des gens qui voudront faire du mal aux autres. Ah non, non. Je pense sur les réseaux sociaux, il y en a qui peuvent harceler par jalousie. Par exemple, s'il y a des personnes sur des réseaux sociaux, ils ont beaucoup d'abonnés ou beaucoup de vues, et bah, il y en a, ils peuvent aller les harceler parce qu'ils sont jaloux. Toi, ça t'est arrivé? Non. Mais je pense. Mais en fait, ça leur sert à quoi de harceler les gens, à part leur faire du mal? Mais aussi, il y a toujours des personnes, ça leur fait plaisir de faire du mal aux gens, alors que au final, ça sert à rien parce que ça apporte que des problèmes. D'être harcelé, le harceleur, ce qu'il fait, il ne se rend pas compte des conséquences après, car après, la personne qui se fait harceler, que ce soit physiquement, verbalement, il peut aller porter plainte. Et ça peut être judiciaire après. De me faire harceler, non. Mais qu'on m'insulte plusieurs fois, oui, mais pas au fait que ça ait du harcèlement. Mais aussi, je pense que les harceleurs,
il devrait se mettre dans la peau de celui qui se fait harceler. Bah, parce que si c'était eux à la place, bah, ils aimeraient pas et ça leur ferait du mal. Du coup, ils devraient essayer de comprendre l'autre. Si, une amie à mon grand frère, et bah, elle se faisait toujours harceler, puis elle le disait pas, et puis un jour, un soir, elle s'est suicidée du coup. Oui. 15 ans. Moi, je pense que les personnes qui harcèlent, elles s'en rendent pas forcément compte, parce que je pense qu'elles sont en détresse elles-mêmes. Et du coup, elles sont pas forcément soutenues de leur côté, donc elles ont besoin de mettre leur colère quelque part, et puis sans faire exprès, elles reversent sur quelqu'un. Il y a une petite fille à l'école, et elle a mon âge, et depuis qu'elle est dans l'école, elle se fait harceler parce que tout le monde dit qu'elle sent pas bon et tout ça, mais moi je comprends pas trop pourquoi, parce que en réalité, elle est, elle est gentille et tout ça, elle essaie de se faire des amis, mais tout le monde la harcèle, alors c'est un peu bizarre. Et t'essaies de l'aider? En fait, c'est qu'elle s'intéresse pas trop aux filles, elle va plus avec les garçons, mais les garçons, un coup, ils sont amis avec elle, et un coup, ils l'harcèlent, alors c'est un peu... Mais dans notre collège, ça nous est arrivé il y a 2 ans. Il y a une jeune fille qui s'est fait harceler quand elle était en 6e et elle s'est suicidée en forêt. Elle s'est pendue en forêt. Moi, je trouve pas ça intéressant d'harceler les gens parce qu'ils ont rien fait. Puis, comment dire Mais t'as raison. Le plus souvent, les gens qui sont harcelés, c'est souvent ceux qui ont un handicap ou qui sont pas comme les autres. Le harcèlement, ça prend toute forme, ça prend verbal et physique, et ça pose sur tous les sujets. Il y en a qui se moquent du physique, il y a sur le racisme, sur les handicaps, alors que les personnes, elles n'ont rien demandé. Quand on se fait harceler, il faut en parler aux autres et il faut pas rester dans son coin. Pourquoi il faut en parler? Parce que sinon ça va durer et après on va plus avoir d'amis. Moi, il y a un garçon dans mon école, depuis qu'il est en maternelle, il se fait harceler. Mais en fait, tout le monde l'embête, mais lui, en même temps, il embête les autres. Donc, les autres, ils sont pas d'accord, donc il harcèle aussi. Ils se mettent tous contre lui. Il y en a qui jouent avec lui, mais ça change souvent. Par exemple, ils jouent avec lui, puis après, ils s'en vont, ils l'insultent, puis après, ils reviennent avec lui. Enfin, voilà. Et toi, tu l'aides un peu? Oui, mais des fois, j'ai pas tellement envie de l'aider parce qu'il il m'énerve. Donc, Dans notre école, il y a eu un monsieur qui est venu et qui nous a expliqué ce que c'était le harcèlement. C'était une association. Puis son fils lui-même, il s'était fait harceler. Donc c'est pour ça qu'il a voulu créer l'association pour soutenir ceux qui sont harcelés. Donc il nous a expliqué tout ce que ça faisait et sur quoi fallait pas qu'on aille pour pas se faire harceler. Sur l'association, c'est qu'il nous a expliqué, c'est que son fils, il était né en Belgique et il était né en France et en CP, il était tout content de le dire à sa classe qu'il était né en Belgique et après ils l'ont dit et puis après il s'est fait toujours harceler, donc c'est pour ça qu'ils ont créé l'association.
Après, il y en a, je pense, ils harcèlent, mais pour eux, c'est juste pour rigoler. Mais la personne qui est en face, bah, ça lui fait du mal. Enfin, ils se rendent pas compte du mal qu'ils font à la personne qui rigole, enfin, qui font juste pour rigoler, quoi. Et parfois, il y a des gens qui harcèlent et après, ils savent que la personne qu'ils harcelaient, bah, elle est morte. Et après, ils regrettent. Donc, ça sert à rien, en fait, d'harceler si après, bah, ils regrettent. Bah, c'est qu'en fait, ceux qui harcèlent, et bah après, comme il a dit, si ils voient qu'ils sont morts, et ben en fait, s'ils seraient à leur place, et bah, ils se disent, on est mort, et en fait, on sait pas si on vit qu'une fois, mais c'est possible. Donc en fait, s'il est mort très jeune, et bah en fait, il gâche sa vie à cause d'un harcèlement. Je rejoins un peu ce que tu viens de dire. Bah, voilà. Et en fait, j'avais entendu à la radio, il y avait une personne, elle a harcelé une youtubeuse. Elle avait une chaîne et elle adorait, elle venait de la voir. Et à un moment, il y en a un, il a fait que de l'harceler, donc elle s'est suicidée. Et après, celui qui est l'harceleur, il a dit « Oh non, t'es mort, s'il te plaît !» Bah, moi, dans mon école, c'est souvent des méchancetés, mais c'est pas du harcèlement. C'est, bah, on dit des choses méchantes, mais c'est pas du harcèlement, ça dure qu'une fois. Alors, parce que ça va être quoi? Quand c'est du harcèlement, c'est quoi la différence? Bah, que ça dure longtemps. Répète. Très bien. Derrière, tiens, tu l'as pas encore. Moi, dans mon école, il y a une fille qui a eu beaucoup de mal car en fait, tout le monde disait qu'elle était méchante, qu'elle faisait du mal à tout le monde quand on l'embêtait alors qu'on le faisait juste des petits coups et des fois, elle nous harcèle souvent. Mais je comprends pas, c'est elle toute seule qui vous harcèle? Bah en fait, on lui dit juste peut-être quelque chose et peut-être un peu, des fois elle s'énerve et des fois elle nous harcèle un peu. Si elle est toute seule, elle peut pas vous harceler, c'est qu'elle a un mauvais caractère alors. Oui, Elle a des problèmes. je sais pas. Vous lui avez parlé? Non. C'est dur. Je peux rajouter un truc. Bah, c'est que moi, je me suis déjà fait harceler en petite section. Vu que mon nom de famille, c'est Bonnet, on disait que j'avais toujours un bonnet sur la tête. Et vu que j'ai les cheveux frisés, on me traitait de mouton à chaque fois. On me mettait des coups. Et ça a duré jusqu'à moyenne section, grande section. Mais on te tapait. Bah, on mettait souvent des coups. Et tu l'as dit? Bah oui. À qui? Bah, à la maîtresse et mes parents. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, du coup, après, ça s'est arrêté. Après, je suis devenue amie avec eux. J'aurais dit qu'ils me faisaient du mal. Et après, on est devenus amis. Et maintenant, c'est mon meilleur ami. Mais c'est fini. Là-bas derrière. En fait, moi je pense plutôt qu'il y en a qui harcèlent, mais qu'il y en a qui sont dans des groupes. Et qu'en fait, je pense que c'est l'effet de groupe, qu'il y en a qui veulent se montrer forts, qui veulent se montrer mauvais, alors qu'en fait, ça leur va pas du tout. Enfin, ils ont pas. Au fond, ils sont pas méchants. C'est juste qu'ils ils veulent être avec un groupe et que c'est la méchanceté gratuite un peu. Ça, c'est très juste. Alors, vous avez vu de ce que vous dites. Le harcèlement, c'est en effet quand ça se répète, et ça peut être des coups, des insultes, ça peut être psychologique, comme on dit. Donc, on va rendre quelqu'un malheureux en l'insultant, ou ça peut être physique, comme ce que tu as vécu. Mais ce que tu viens de dire est très important. C'est souvent des gens qui se mettent ensemble. Alors, parfois, il en suffit d'un, hein, et qui, de manière répétée, prennent une victime. Et là-dessus, vous ne vous trompez pas, quand on est ensemble contre une seule personne, on est vite très bête. À tous les âges de la vie. Je peux vous le dire. Donc il faut toujours se méfier. Quand on rit à plusieurs personnes contre une seule même personne, c'est jamais bon signe. Et après, dans le harcèlement, c'est soit, tu l'as très bien dit, des personnes qui peuvent être en situation de différence ou de faiblesse,
Donc c'est une différence, parce qu'en fait on va se moquer, et on va se mettre contre quelqu'un qui n'est pas comme les autres. Et ça, il ne faut jamais l'accepter. Que ce soit d'ailleurs que ça vous concerne vous, ou que vous le voyez chez un autre, parce que on est dans une société où chacun a sa place, quelle que soit sa différence. Et il a le même statut, la même place, le droit d'être là comme les autres. Et encore plus si cette différence est une forme de faiblesse et qu'il n'arrive pas à faire quelque chose ou qu'elle n'arrive pas à faire quelque chose. Et donc, ce qui est important, déjà, c'est d'en parler. Et c'est d'être bien au clair dans nos têtes que les idiots, ce sont ceux qui frappent, qui insultent et qui harcèlent. Et il n'y a jamais quoi que ce soit qui justifie d'être harcelé. Et donc, il ne faut pas que celui ou celle qui est la victime ait honte. Parce que bien souvent, c'est ça le problème. Vous dites que ça n'apporte rien à ceux qui le font. C'est vrai, mais il y en a qui prennent du plaisir à se moquer et qui s'habituent à ça, qui se mettent au fond dans des histoires absurdes et qui finissent par trouver un plaisir de groupe ou individuel. Mais il faut que la personne à qui ça arrive, elle n'ait jamais honte et qu'elle le dise. Et donc quand vous voyez ces situations-là, il faut les dénoncer, il faut le dire, pour ne pas arriver aux situations de suicide que vous évoquiez. Et il faut protéger celui ou celle qui est toute seule. Et donc que vous le voyez dans la cour de récréation, en dehors de l'école ou sur Internet, le dire à vos parents, à vos enseignants, c'est essentiel. Et si ça arrive à vous, c'est le dire tout de suite et pas le laisser s'installer. Oui, vas-y. Un jour, ma maîtresse elle m'avait dit que quand elle était au collège, il y avait un garçon qui se faisait harceler. Et au lieu de se tuer lui, il a tué celui qui l'a harcelé. Après, ça conduit au pire, à toutes les formes de violence. Mais pour éviter que ça n'arrive, il faut pouvoir le dénoncer le plus tôt possible. Mais en fait, on est tous différents des uns des autres. Du coup, ça sert à rien de se moquer des autres. Mais exactement. Mais il y a des gens qui prennent un plaisir à se moquer des autres. Tu vois, ils prennent le plaisir à faire souffrir. Et quand ils se mettent ensemble, ils font des choses imbéciles. Et en fait, c'est que tout le monde est différent. C'est juste que y en a qu'on n'a pas l'impression parce que, par exemple, on n'a pas tous les mêmes cheveux, on n'a pas tous les mêmes couleurs des yeux et tout ça. Donc on est tous différents. Il y a des différences visibles de temps. Oui. Heureusement d'ailleurs. Donc, sur ce... Vas-y, pardon. Alors, file-le, il va aller. Bah, il y a mon ami, il fait toujours embêter et puis il est tout seul. Puis des fois, je vais l'aider. Et il n'a pas envie d'aller le dire parce qu'il dit qu'ils les font tout seul. Et puis moi, je vais le dire à sa place. Tu peux le dire à sa place, il ne faut pas le laisser s'installer. Parce que sinon, quand tu es harcelé, tu t'isoles. Et c'est vrai dans la cour de récré comme sur les réseaux sociaux. Et après, tu subis des choses qui sont... Il n'est pas normal d'insulter qui que ce soit, de le faire de manière répétée ou de rendre quelqu'un malheureux. En fait, le harceleur, il est un petit peu lâche parce qu'il s'attaque à des plus petits. Il ne veut pas s'attaquer à des gens plus grands. Oui, où il se met à plusieurs, où il avance caché quand il est sur les réseaux sociaux, où il se met à plusieurs dans la cour de récré. Mais après, c'est ce que tu as dit, je crois, tout à l'heure, et c'était très juste, il est souvent bien malheureux lui-même. Hein. C'est des gens qui ont des problèmes qui font ça. Mais le seul moyen de les aider à sortir de ces problèmes qu'ils ont eux-mêmes, c'est de pouvoir le dire. D'abord pour se protéger soi ou protéger la personne qui est harcelée, et permettre que s'ils ont un problème, on le règle vraiment. Mais tu règles jamais ton problème en étant méchant avec le voisin. Mais la personne, par exemple, qui harcèle les plus petits ou les plus faibles, le jour où ça lui arrivera qu'un plus grand l'harcèle, il va comprendre ce que ça fait. Oui, mais c'est mieux qu'il comprenne sans que ça lui arrive. Parce que sinon, c'est œil, dent pour dent. Tu vois, sinon on n'en finit jamais. Donc il faut pouvoir lui expliquer avant et l'arrêter. Aussi, des fois, on va pas le dire parce que, en fait, il est plus fort que nous. Donc, on a peur qu'après, quand on soit allé le dire, qu'il faisait du mal aux autres, et il nous harcèle, nous. Mais c'est pas une bonne idée parce que sinon on laisse s'installer ces situations. Et donc il faut le dire aux adultes, aux parents ou à la maîtresse, parce que c'est le seul moyen, ou au professeur de la classe où ça se passe, parce que c'est le seul moyen que lui l'arrête.
Et c'est pour ça que je vous demandais si vous le disiez à chaque fois quand vous l'avez vu ou subi, et s'il y avait eu un résultat, parce que, évidemment, si la personne à qui vous le dites, l'adulte à qui vous le dites, ne fait rien, là, ça ne va pas. Mais il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas que ce soit ni la peur ni la honte. Il ne faut pas avoir honte d'être harcelé ou avoir peur. La peur, c'est celui qui harcèle qui doit l'avoir, pas celui qui est la victime. Et donc, maintenant, on a aussi mis en place un système dont vous avez sans doute parlé, mais à la fois, il faut en parler dans les classes, il faut en parler dans la famille, mais il ne faut pas laisser ça s'installer. Et surtout, quand ça se passe sur les réseaux sociaux, il faut tout de suite le dire aux parents. Parce que le cyberharcèlement, vous avez commencé par là, mais c'est absolument terrible, et il y a de plus en plus de jeunes de votre âge qui font parfois le pire à cause du cyberharcèlement. Le message clair, dès qu'on a un problème, on va le dire à notre maître. Et s'il y a besoin d'un médiateur, eh ben, il vient avec nous. Ou sinon, on règle nos problèmes avec ça. On dit notre émotion, donc l'harceleur et la victime. Et ce qu'on pense de pourquoi il le fait et pourquoi ce que ça nous fait à nous d'être harcelés. Et puis souvent, ça réussit à se régler. Et toi, ça t'est arrivé déjà? Non? Mais tu as des copains ou copines à qui c'est arrivé? Oui. Et comment ça s'est passé alors? Ils ont réussi à régler leurs problèmes avec la personne qui a... Et depuis, maintenant, ils sont copains ensemble. Comme toi. Vas-y. Nous, on a fait pareil aussi, mais sauf qu'à la fin, si ça marche pas, on a une boîte et on prend une étiquette j'ai un problème et on la met dans la boîte, puis après au vide-classe on suit Camille j'ai un problème avec tatata, et ben il va le dire, il va expliquer que ça l'énerve et souvent après ça marche. Mais c'est qu'en fait, si le harceleur il se met à la place de l'autre, il va comprendre et après il va arrêter. Oui, mais il faut quelqu'un pour lui expliquer. Il faut quelqu'un pour lui expliquer. Et il ne faut pas que ça dure. Tu vois, si ça dure et qu'il ne comprend pas, celui ou celle qui est victime, il peut vivre le pire et parfois commettre le pire, comme ce qui a été dit. Donc tu ne peux pas juste miser là-dessus. Il faut que quelqu'un à un moment lui dise stop et lui explique. Après, on peut ne pas être ami avec les autres, mais au point de les harceler, moi, je suis pas amie avec certains dans mon école, mais je les harcèle pas, je les laisse tranquilles, quoi. Après, tu dois respecter chacun. Le respect, c'est ça. C'est pouvoir vivre avec des gens qui ne sont pas forcément tes amis, avec qui tu n'as pas envie de passer des moments très longs, mais dont tu veux qu'ils puissent prendre leur place comme toi tu prends la tienne. Et ça, c'est ce qu'on doit, qu'on soit enfant, adolescent, adulte, dans une société, c'est comme ça qu'on doit faire, c'est le respect de l'autre. Est-ce qu'il y en a à qui c'est arrivé ici? Oui. Moi, ça m'est arrivé dès le début de petite section. Ça a duré jusqu'en CP. Et à un moment, je l'ai dit à ma mère, mais on me frappait, on me disait on me disait des insultes. Oui. À un moment, il y a eu un trop gros accident. Et du coup, ma mère, elle a fini par porter plainte et il n'est plus revenu. C'était un autre enfant. Oui, mais parfois, il y en avait d'autres qui venaient et qui l'encourageaient. Et les autres, ils sont toujours là? Oui. Et ça va maintenant? Oui. Il n'y a plus rien? À part la cicatrice, non, il n'y a plus rien. Et t'as plus peur? Non. Et ça a duré combien? T'as pas osé en parler tout de suite en fait? Et quand on a parlé? Quand j'en ai parlé, après, il y a ma mère, à cause du trop gros accident, elle a fini par porter plainte. Parce que je lui avais tout raconté, l'histoire dès le début. Et avant, t'en avais jamais parlé? Non. Et pourquoi t'en parlais pas? Parce que j'avais peur des représailles.
Oui. Bah, c'est qu'aussi, il y en a souvent qui se font harceler, mais des fois, c'est pas qu'un seul, c'est beaucoup. Parce que, parce que des fois, il y en a, par exemple, ils encerclent la personne et après, ils l'insultent. Donc, des fois, c'est pas qu'une personne, c'est beaucoup. Bah, après en avoir parlé aussi, on se sent libre un peu. Toi, ça t'est arrivé? Non, mais par exemple, si après on va le dire, on en avait parlé en classe, et après si on va le dire, bah, un adulte que s'était fait harceler, et bah, après on se sent libre. Bah après, quand on va le dire à la personne, on a peur que bah après du coup la personne qui te fait du mal, et ben bah, à la base elle était un peu ton amie, mais du coup maintenant elle va te faire complètement la tête, elle va plus être avec toi. Si elle te fait du mal. Ça se trouve elle te fait du mal sans le vouloir. Ouais, mais soit tu lui expliques et ça change, soit si elle change pas, t'es obligé, c'est pas une vraie amie, Ouais. à mon avis. Bah moi en fait c'est arrivé à une amie, elle s'est fait harceler pendant longtemps et elle en avait pas parlé au début et après elle a commencé à en parler parce que bah elle en a vraiment eu marre et après ça s'est bien passé mais du coup elle aurait dû le dire plus tôt et ça serait passé directement. Je suis derrière toi. Bah avec à l'école Saint-Michel, on a fait le message clair et après, si on veut, on a mis quelque chose pour parler des problèmes qu'on a. C'est un papier à problème. On met j'ai un problème avec qui, on explique pourquoi, qu'est-ce que c'est le problème. Et on a un président et un secrétaire. Et ils lisent les papiers à problème et on a aussi d'autres choses. Ils lisent et en cas de désaccord ou de non-solution, et le conseil des enfants les aide. Merci en tout cas d'avoir dit ce qui t'était arrivé. Et c'est courageux. Parce que c'est dur de le dire devant tout le monde. Mais ce qui est important, c'est que ça dure pas. Enfin, l'exemple que tu as donné, c'est que ça dure pendant des années quand on n'ose pas le dire. Soit parce qu'on a peur, soit parce qu'on a honte. Et ça, il ne faut pas le laisser s'installer ou le voir chez d'autres, parce que c'est comme ça que soit il y a un moment où on se réveille, c'est ce que tu as eu parce qu'il y a eu un grave accident, mais parfois, soi-même, on se referme, on n'a plus d'amis, on vit dans la peur et il y a plein de conséquences négatives. Et donc c'est très important d'aider à dire. Alors il y a dans les boîtes où on met les messages, vos boîtes à problèmes, mais il faut le dire au quotidien et avoir ce courage. C'est très important. Très important. Très important de le dire et très important pour nous les adultes de savoir vous écouter, de savoir vous entendre et de ne pas prendre ça à la légère, pas se dire ah ce sont des jeux d'enfants et prendre conscience de ça parce que souvent c'est grave. Moi quand j'étais petit aussi je me suis fait harceler, j'étais en moyenne section et j'avais un petit garçon tous les matins qui venait me voir et qui me disait si tu m'apportes pas ton goûter cet après-midi, je t'attaque. Et donc tous les midis je revenais chez moi et je pleurais, je disais rien parce que j'avais peur moi aussi des représailles. Et puis ma mère a su déceler, a su écouter mes pleurs, et a su se rendre compte qu'il y avait un problème. Et donc elle était allée voir la mère de l'autre petit garçon. J'avais 3-4 ans à l'époque. Maintenant j'en ai beaucoup plus, j'en ai 42. Et ce garçon, depuis, c'est mon meilleur ami. Voilà. Donc, il faut parler, et nous les adultes, il faut qu'on sache écouter. On continue sur le prochain sujet. Question de citoyenneté, question d'égalité. On avait beaucoup parlé d'égalité entre les femmes et les hommes tout à l'heure. Je crois qu'il y a Marius, voilà, qui est là, qui a déjà son micro, qui a envie de nous
interpeller sur le sujet. Je voulais commencer par parler des inégalités, surtout en rapport avec les métiers. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'inégalités avec quelques rapports, mais toujours autour des métiers. Du coup, je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensiez et si vous étiez d'accord avec moi. Quand tu dis inégalité par rapport au métier, qu'est-ce que tu veux dire? Par exemple, c'est un exemple que j'avais donné tout à l'heure. Il y a des métiers qui sont parfois plus difficiles que d'autres, mais qui sont pourtant, le salaire est pourtant moins important que celui qui est moins difficile. Ah, alors toi tu parles des inégalités de salaire entre les différents métiers. Et pourquoi il y en a qui sont mieux payés que d'autres? Après, pas que, hein, mais... Non, mais c'est ça ton sujet. Alors, ça, pour le coup, la question des salaires, elle n'est pas liée forcément à la difficulté d'un métier, d'une tâche. Parce que un joueur de football, quand il réussit bien, il gagne beaucoup, beaucoup mieux sa vie qu'un infirmier, une infirmière, ou qu'un conducteur de poids lourd. Alors que c'est, dans les deux autres cas, beaucoup plus pénible et beaucoup plus long et autres. Qu'est-ce qui fait que le joueur de foot, quand il joue dans une grande équipe, il va mieux gagner? Pourquoi? Déjà parce que vu que ça va peut-être être transmis à la télé ou alors on va beaucoup en parler. Oui. Et si c'est un bon joueur aussi et qu'il est dans une bonne équipe, il va y avoir beaucoup de monde qui va venir le voir et payer le prix de l'entrée. Alors, parce que, en effet, dans ce cas-là, le joueur de foot, il va créer beaucoup d'argent par les entrées, peut-être les droits qu'il y aura sur son maillot, parce que vous allez acheter le maillot de ce joueur de foot si c'est votre idole, par les droits de télé, etc. Et donc, la richesse qu'il crée fait qu'il y a des gens qui sont prêts à le payer plus que d'autres. La deuxième chose, c'est si le métier qui est le sien, il est rare ou pas. Par exemple, moi je joue au foot aussi, mais beaucoup moins bien que Mbappé. Donc personne ne me paiera jamais comme Mbappé pour jouer au football. Malheureusement pour moi, et sans doute heureusement pour le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aussi, ça dépend sur certaines de ces fonctions du talent que les gens peuvent avoir. Tu vois, donc il y a des métiers qui vont créer des choses qui sont rares. Et donc quand tu crées des choses rares qui font que beaucoup de gens vont l'acheter ou vont l'acheter cher, par définition, tu vas être mieux payé. Si tu es dans des métiers qui demandent des compétences rares et que très peu de gens l'ont, tu vas être mieux payé. Et après, en fait, ça dépend des secteurs économiques, parce que là, je te donnais 2 exemples extrêmes, mais après, ça dépend des secteurs. Et donc, tu vas avoir des métiers dans l'industrie qui sont plutôt bien payés parce que tu produis des avions. Tu vois, par exemple, là, on a vendu aux Chinois, que tu as peut-être vu en début de semaine, il y avait le président de la Chine qui était là. On produit des avions, tu l'as vu? Bon, on va vendre 300 avions. Dans plein de régions de la France, y compris dans cette région, on fait des bouts de cet avion. C'est des vraies compétences, c'est des métiers industriels, là, c'est pas footballeur, tu vas faire des métiers dans l'industrie, c'est des compétences assez rares, c'est un secteur qui se porte très bien parce qu'on vend plein d'avions. Il y a d'autres secteurs, parce que tu as des compétences un peu moins grandes et parce que ça marche moins bien, tu vas être sur des salaires moins importants. Donc, tu vois, il faut que tu comprennes que les inégalités, elles ne sont pas forcément liées au caractère difficile d'un métier, mais à plusieurs choses qui sont, est-ce que tu es dans un secteur d'activité, donc dans un métier qui va très très bien marcher, où il y a des gens qui sont prêts à payer très cher pour ce que tu fais et ce que tu produis, ou pas? Est-ce que tu es dans un métier où tu vends beaucoup ou pas? Et puis, quel est ton niveau de compétence et de qualification? Et donc, plus tu as des diplômes, la plupart du temps, plus tu as acquis des compétences, c'est-à-dire des savoir-faire, des choses que les autres ne savent pas faire comme toi, plus tu vas normalement bien gagner ta vie, parce que on ne peut pas te remplacer par quelqu'un d'autre. Voilà quelques éléments d'explication. Après, dans notre système aujourd'hui, il y a des choses inexplicables. C'est-à-dire qu'il y a des inégalités qui sont devenues excessives entre certains métiers. Et quand je te parlais du footballeur et de l'infirmière,
ou de l'infirmier, ça fait partie de ces choses un peu inexplicables. Et sans doute, il y a beaucoup, beaucoup trop d'argent dans certains secteurs et pas assez dans d'autres. Et donc ça, il faut qu'on le corrige progressivement, mais tout doit s'adapter. Le micro. Les élèves du collège Charles de Foucault, on voulait savoir qu'est-ce que vous pensiez de l'option CPS qu'on a créée il y a 20 ans. C'est parce que c'est l'option CPS que vous avez créée il y a 20 ans. Alors c'est citoyenneté, prévention, sécurité. Et en fait, ça éduque les élèves pendant 2 ans aux gestes de premier secours dans le collège. En quelle classe 5e, 4e. Pour le coup, je trouve ça absolument super. Ces gestes de premier secours et les éléments de citoyenneté, c'est ce qu'on veut d'ailleurs mettre dans ce fameux service national universel avant l'âge de 16 ans, pour que tout le monde, tous les jeunes en France, à 16 ans, lorsqu'ils auront fini l'obligation scolaire, puissent avoir accès à ça. Moi, j'aurais une question, c'est en France, pour avoir plus de classes CPS avec des volontaires pompiers, pour que ça existe plus en France, et d'avoir le PSC1 obligatoire, pour avoir plus de premiers secours. Alors, ce que je te disais, c'est qu'on va l'intégrer ça dans le dispositif du service national universel pour avoir justement ces brevets et ces formations. Maintenant, ça n'enlève pas le fait de généraliser, en effet, ces classes citoyenneté, premier secours, comme celle qui est la vôtre. Donc, ça se développe de plus en plus. On ne veut pas le systématiser, c'est-à-dire obliger tout le monde à le faire, mais permettre dans tous les établissements où on veut le faire, de le créer, d'avoir les moyens de le développer, c'est ce qu'on est en train de progressivement mettre en place. Après, premier secours, ce qu'on veut, c'est que tous les jeunes, quand ils sortent, quand ils ont 16 ans, parce qu'il y en a qui vont continuer leurs études beaucoup plus tard, d'autres qui vont arrêter à 16 ans l'école pour aller vers un métier, qu'ils aient ce bagage commun. Nous, grâce au CPS, on a accès à plein de choses, comme là, le grand débat national. Après, on va à Paris, à la caserne. On a accès à plein de choses. Et ça serait, oui. Et ça serait super que tous les jeunes aient accès au premier secours, comme vous l'avez dit. C'est un engagement citoyen après qui permet en effet d'avoir accès à des services publics ou à la fois à des volontaires ou à des professionnels. Mais tu as raison, c'est plein d'opportunités. Mais c'est des droits et des devoirs. La citoyenneté, vous apprenez des choses, vous êtes prêt à vous engager. Et donc, vous prenez votre part de devoir, puis après, il y a des droits qui vont avec. Vous avez accès à des choses auxquelles les autres peut-être n'ont pas accès aussi facilement. Vas-y. Mais je trouve que, par exemple, en revenant sur les métiers, les footballeurs, c'est sûr, ils gagnent plus. Mais par exemple, les éboueurs, ils ramassent nos poubelles, donc ça nous aide. Alors que les footballeurs, ils vont jouer, mais ils vont gagner plus pour acheter les maillots. Et je trouve que c'est quand même injuste. Tu as raison, c'est ce que je disais, mais j'essaie d'expliquer pourquoi on en était là. Parce qu'il y a des métiers qui sont absolument essentiels, qui sont très durs, mais il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas les faire. Et donc, ce qui fait que voilà, c'est aujourd'hui insuffisamment payé. Alors, pour le payer plus, il faut qu'on arrive à ce que soit les communes, les endroits où on l'organise, puissent payer davantage, soit à ce qu'on soit prêt collectivement à le payer un peu davantage, et puis il faut peut-être réduire un peu de l'autre côté. Mais c'est vrai qu'il y a c'est ce que je disais à l'instant quand je répondais, je prenais un autre exemple, je prenais les infirmiers, mais il y a des fonctions dont on a besoin qui ne sont pas encore assez payées. Après, je te donnais l'explication, c'est qu'il y a des fonctions, il y a des métiers où, parce que des gens sont payés à payer des sommes folles, parce qu'il y a un enthousiasme ou autre, on arrive à ces niveaux de salaire. Et c'est que moi, il y a des métiers qui sont payés pas comme les autres et c'est énervant parce que si tu veux faire un métier mais que après t'es pas beaucoup payé, c'est embêtant. Alors après, d'abord, il faut trouver un métier et pouvoir avoir l'emploi dans ce métier. Parce qu'aujourd'hui, le premier problème qu'on a dans notre pays, c'est qu'il y a trop de gens qui sont au chômage. Et donc qui voudraient faire un métier, mais qui n'y arrivent pas. Bon, donc ça c'est le premier point. Après, quand tu es dans un métier, il faut pouvoir vivre
de ce métier. Et donc que tu gagnes suffisamment ta vie pour faire ce que tu dois et ce que tu veux, et puis permettre à ta famille de bien vivre. Mais après, ça dépend des tempéraments. Il y a des gens, ils veulent toujours gagner plus. Et il y en a qui considèrent que la réussite, c'est pas forcément gagner plus d'argent. C'est faire un métier qui a du sens, c'est faire ce qu'on aime, c'est que sa famille soit heureuse. Donc tu vois, il y aura toujours des différences et des variations. C'est impossible qu'on ait tous le même métier ou tous partout le même salaire. Ce qui n'est pas normal, c'est que ce contre quoi on doit se battre, c'est que des gens n'aient pas accès à un métier, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'ils ne vont pas au travail, ils n'ont pas d'amis au travail, ils ne peuvent pas changer de... Voilà, ils n'ont pas de vie citoyenne, et qu'on ne puisse pas vivre normalement et dignement du métier qu'on exerce. Mais après, ce n'est pas un problème qu'il y ait des différences. Il faut juste choisir en les connaissant. Il ne faut pas être obligé d'aller vers des choses qu'on ne voudrait pas faire. Pourquoi les femmes sont moins cher payées que les hommes? Alors, tu le dis de manière très abrupte. Moi, je ne le dirais pas comme ça, et je ne peux pas le dire comme ça, mais ça renvoie à une autre inégalité qui existe. Alors, parce que pendant très longtemps, le système il a été injuste. Et pour exactement le même travail, les mêmes compétences, les mêmes diplômes, les femmes étaient moins payées que les hommes. On a mis des règles, il y a maintenant plusieurs décennies, et les choses se sont améliorées. Mais on a toujours un problème d'inégalité. Pourquoi? Parce que bien souvent, les femmes ne progressent pas aussi vite que les hommes à cause des préjugés, parce qu'on les pénalise des congés maternité, parce qu'on ne leur confie pas les mêmes responsabilités dans l'entreprise. Et donc, quand tu regardes les choses, c'est que le recrutement dans certains métiers ou la progression dans d'autres métiers des femmes n'est pas la même, parce que le système est injuste et pénalise les femmes de ce qui est la vie et de souvent les charges qu'elles prennent pour le couple. Parce que c'est la femme qui est enceinte, qui va d'ailleurs encore la plupart du temps faire les premiers mois pour élever le bébé, etc., etc. Et donc ce qu'on est en train de mettre en place, donc ça c'est vrai, c'est encore le cas. Ce qu'on est en train de mettre en place, c'est l'obligation pour les entreprises, mais ça se regarde entreprise par entreprise, de s'assurer qu'il n'y a pas ce genre de piège. Et donc, une femme qui part, par exemple, en congé maternité, eh bien, on ne va pas la bloquer dans sa progression, parce qu'elle a un enfant. On va lui proposer, lorsqu'elle a les mêmes compétences, les mêmes chances et le même travail qu'un homme, parce qu'à ce moment-là, elle pourra gagner autant. Donc, on vient d'un système qui, quand je te dis, il y a 40-50 ans, était beaucoup plus injuste encore. Ça s'est un peu corrigé, mais pas assez. Et il y a encore une grosse différence de salaire qui est liée au fait que dans certains métiers, même pour le même travail, elles sont encore moins bien payées, mais que surtout, dans les entreprises, elles progressent moins vite à cause de ces différences et du fait que voilà, le système n'est pas fait suffisamment pour elles. Donc, c'est ça qu'on est en train de corriger. Mais il n'y a rien qui le justifie et l'explique. Au contraire. De toute façon, quand tu vas dans une entreprise, quand tu regardes les chefs et que tu dis il n'y a que des hommes, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'on est un pays, il y a autant de femmes que d'hommes. Donc normalement, tu devrais avoir autant de femmes que d'hommes dans la plupart des situations que tu vois dans l'entreprise, dans la vie politique et autres. Vas-y, c'est à toi. Mais du coup, c'est nul parce que les filles, les femmes, ils gagnent moins leur vie. Enfin, ils gagnent leur vie, mais ils n'ont pas la même vie que les garçons. Les garçons, ils auront plus d'argent pour vivre et nous, on aura moins. Non, mais c'est ce que j'expliquais. Il n'y a pas de fatalité, dis pas ça. Moi, j'espère que, pour le coup, ta génération, on aura fini ce travail et que ce sera totalement égalitaire. Mais il ne faut pas s'y résoudre et simplement dire c'est nul. Surtout pas. Aussi, par exemple, au match de foot, c'est plus les hommes qui passent que les femmes. Et je sais pas pourquoi. Après, il y a des sports, le sport en général, mais il y a des disciplines où on s'est davantage habitué à ce que ce soit les hommes que les femmes. Mais regarde les choses, c'est en train de changer. Le foot féminin marche de mieux en mieux, il y a de plus en plus de monde qui le regarde à la télévision.
on a des championnes. Elles n'ont pas réussi la dernière fois à la compétition internationale, mais on a des clubs qui sont champions. Il y a des très grands clubs de foot féminins. Et il y a de plus en plus de gens qui regardent, donc c'est en train de bouger ça aussi. Et ça, par rapport à ce que vous dites, d'abord, il ne faut pas se résoudre, et donc il ne faut jamais accepter. Quand il y a une injustice, quelle que soit sa source, il ne faut jamais s'y résoudre. Et donc il faut la corriger. Et donc, entre les femmes et les hommes, c'est vraiment cette injustice sur les salaires, il ne faut pas s'y résoudre. Et ensuite, sur les métiers ou les activités, c'est pareil. On a plein d'idées préconçues. Mais les métiers de l'industrie, le sport de haut niveau, ce n'est pas réservé aux hommes. Dans notre pays, on s'était habitué à ça. Mais les femmes ont autant de talent que les hommes pour faire du code informatique, aller dans les métiers de l'industrie ou être des sportifs de haut niveau. Et c'est bien souvent qu'à vos âges, on se met dans la tête, ou la famille se met dans la tête que ce n'est pas fait pour soi. C'est une bêtise. Ça fait partie des préjugés. Et donc ça fait ce qu'on appelle l'autocensure. C'est-à-dire que les gens s'arrêtent eux-mêmes et disent ça c'est pas fait pour moi. Mais surtout, il y a beaucoup de préjugés sur les femmes, comme quoi elles sont plus nulles, qu'elles ne peuvent pas faire quelque chose, alors qu'il y a des femmes qui sont autant au niveau que des hommes. Bah oui, mais il faut. Alors, il y a des gens qui pensent encore ça, tu peux y aller là. Il faut les combattre. Heureusement, il y en a moins qu'il y a 20 ans, mais ils osent moins le dire, en tout cas pour ceux qui le croient encore. Mais il faut absolument pas céder à ça. Il ne faut pas que tu dises, que vous disiez, c'est forcément, on va vivre avec ça toute notre vie. Non. Qui te dit ça, toi? J'ai fait du foot et du coup, j'ai toujours été, comme j'étais une fille, donc c'était pas fait pour les filles, le foot. Et pourquoi tu n'as pas été chercher des copines pour faire une équipe Si, maintenant, du coup, on est une équipe de filles et on joue tous ensemble et on joue que contre des filles. Il y a des sports, en scolaire on le fait, mais c'est plus dur d'être mixte parce que on n'a pas forcément les mêmes conditions, mais ça ne veut pas dire être nul. Il y a des garçons qui sont aussi nuls en foot. Hein. Mais tu vois, donc ça, faut le changer. Mais tu l'as fait en faisant ton équipe de foot. À toi. Ceux qui ont dit ça sont un peu des imbéciles quand même. Mais aussi, on a un professeur, il nous a fait comme un sketch un petit peu, mais parce qu'il nous disait un peu des fois comment ça se passait quand deux gens postulent pour un même emploi. Et en fait, c'était par exemple un homme et une femme pour le même emploi. Et l'homme, il avait des qualités, ça va, mais moins que la fille. Et vu que c'était un homme, il était quand même choisi alors qu'il était moins fort que la femme. Je sais pas, justement, juste parce que c'est un homme. Il y a encore, et ça on le voit, parce qu'on a parlé des inégalités, des injustices entre les salaires, mais il y a aussi une injustice à l'embauche. Ça c'est vrai, ça existe encore. Et pourquoi? Parce qu'il y a des employeurs qui se disent « Ah, si c'est une femme, elle sera moins disponible, elle ne va pas forcément s'adapter aux heures de travail. » Il y a des tas comme ça de préjugés. Ce contre quoi il faut se battre, c'est les préjugés. Moi, je peux vous dire que j'ai travaillé avec des femmes et j'ai embauché et j'ai travaillé auprès de moi des femmes. C'est pas vrai ce que tu dis. Et d'ailleurs, bien souvent, elles seront mieux organisées. Elles auront des qualités que les hommes n'auront pas. Mais ces représentations qui sont parfois dans nos cerveaux et que certains se sont mis dans la tête, il faut d'abord, comme vous le faites là, le dire, parce que ça les déconstruit. Ça les rend, c'est pas, on se dit, ça les interroge, vous voyez, on se dit, est-ce que c'est forcément vrai? Et puis ensuite, il faut montrer le contraire. Parce qu'à chaque fois que tu fais ça, tiens, dans l'exemple que tu as cité, tu te prives d'un talent à cause de ton préjugé. Si dans le cas que tu donnes, la femme était plus forte pour le travail, celui qui a recruté l'homme, il s'est trompé. Et c'est pas bon pour le travail. T'as pas encore parlé. Vas-y, prends le micro. Moi, j'ai déjà entendu, c'est des conducteurs de poids lourds. C'est un peu dur comme métier sur les ronds-points pour tourner.
Et il y a des conducteurs de poids lourds qui se font payer le mois que 200 €, donc c'est pas très cher. C'est pas très convenable. Alors ça, tu parles, je pense, des conducteurs de poids lourds étrangers. C'est peut-être ça que tu as entendu, dont tu as entendu parler. Parce qu'en France, tu as un salaire minimum. Tu peux pas travailler pour 200 € par mois. Mais, sauf si tu travailles quelques heures. Par contre, tu as des gens qui viennent conduire des poids lourds dans notre pays, qui viennent d'autres pays d'Europe, où il n'y a pas de salaire minimum, et qui peuvent faire ça pour des salaires très très faibles. On est en train de se battre, d'ailleurs en ce moment au Parlement européen, là demain on a un vote, nous on s'est beaucoup battu pour que tout le monde ait la même règle. En disant, tu as le droit de... Si tu viens d'un pays où tu conduis le poids lourd pour 200 € parce que le niveau de vie dans ton pays est plus faible, parce que tu peux vivre avec 200 €, on peut l'accepter, mais on ne peut pas accepter que tu viennes concurrencer des gens qui, eux, vont gagner 1200, 1300, 1400 €. Donc tu vois, ça c'est... Je pense que ce dont tu me parles, c'est plutôt des injustices entre les pays européens. Et donc ça, on est en train de le corriger en contrôlant mieux et en faisant que tout le monde ait progressivement les mêmes règles. Parce qu'à partir du moment où on est ensemble en Europe, dans la même organisation qu'est l'Union européenne, on doit progressivement tous avoir un salaire minimum et gagner pour le même métier, la même compétence, la même chose. Et les personnes qui ont de la trisomie ou qui sont atteintes d'un handicap qui les ralentit dans leur mouvement, ils ont plus de mal à trouver un salaire. Et ils ont très peu d'aide pour quand ils font un travail qu'ils n'arrivent pas tout à fait. Ils ont très peu d'aide sur leur travail. Alors, ça dépend. Normalement, ils doivent en avoir et on a un système qui plutôt le prévoit. Ce qu'on est en train de développer, c'est de permettre à toutes les personnes qui sont, comme tu dis, en situation de handicap, soit une trisomie, soit d'autres formes de handicap, que ce soit, tu vois, cérébral ou moteur, c'est-à-dire qu'ils aient du mal à se déplacer ou qu'ils ne puissent pas faire certains gestes. Ce qu'on doit faire, c'est d'abord permettre à tous ceux qui le peuvent d'aller à l'école, et donc de les accompagner pour aller à l'école, parce que parfois ils ne peuvent pas faire les devoirs et suivre les cours comme vous, donc qu'il y ait quelqu'un qui les aide. Donc ça, on crée des postes et on va continuer pour qu'ils puissent aller à l'école. Et après, c'est pareil dans le travail. Et donc, soit qu'ils puissent aller dans une entreprise avec quelqu'un qui les aide, soit qu'ils puissent aller dans ce qu'on appelle les entreprises adaptées pour eux. Et ils ont un complément, ils touchent une aide qui leur permet de vivre de ça. Après, c'est vrai que le système n'est pas parfait. Il faut qu'on crée encore plus de place pour que tout le monde la trouve. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui l'ont et qui arrivent, qui ont trouvé leur équilibre. Mais une personne qui est en situation de handicap, elle sera jamais pareille qu'une autre. Est-ce que ça veut dire qu'elle est moins bien? Non. Non. Ça veut dire qu'elle est différente. Et que nous, on a un système qui est fait pour des gens qui n'ont pas forcément son handicap. Et donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on s'adapte, nous, pour l'accepter dans la classe, l'accepter dans l'entreprise, etc. Et il faut collectivement qu'on regarde nos différences, parce que ça nous rend moins bêtes. Et donc ça rapporte beaucoup à une entreprise, à une école, dans un endroit où il y a des gens qui sont en situation de handicap ou qui sont un peu différents. Justement, les personnes en situation de handicap, ils sont plus au chômage que les personnes normales. Du coup, je comprends pas trop. Parce qu'on a encore ça à réparer. Parce que c'était encore pire il y a quelques années, mais pour les raisons qui étaient dites, c'est plus dur de trouver. Aujourd'hui, il y a déjà des gens qui ont du mal à trouver un emploi, mais moins tu es formé, plus c'est dur de trouver un emploi. Et plus tu as une situation un peu particulière, plus ça va être dur de trouver un emploi. Et en effet, c'est plus de 2 fois plus de chômage en moyenne quand tu es en situation de handicap. Alors comment on peut corriger ça? D'abord, s'assurer que toutes les personnes qui sont en situation de handicap, elles auront une formation. C'est-à-dire qu'on les aide à aller à l'école et à avoir les diplômes. Et pas les laisser dans leur coin. Ça, c'est ce qu'on est en train de faire pour votre génération. Et pour les autres, c'est être sûr qu'on les aide à trouver un emploi, c'est-à-dire qu'on a un cadre qui est adapté. Et donc, on dit à l'employeur, si vous l'embauchez, on va mettre quelqu'un pour l'aider, ou de développer plus de place dans ce qu'on appelle ces entreprises adaptées. Mais aujourd'hui, ce n'est pas juste. Le temps avant, je vais te donner le micro, le temps avant, c'est nous, on travaille depuis, parce que le président est arrivé qu'il y a 1h30, mais nous, c'est bien 3 heures qu'on travaille. Donc, on commence peut-être à être un peu fatigué, donc on arrive vers la fin. Donc, je vous propose d'élargir aussi les questions. C'est-à-dire, si vous avez des questions libres qui vont au-delà des 3 thèmes
Et il y en a qui parlaient beaucoup tout à l'heure et qui parlent pas beaucoup maintenant. Hein. Bon. Qu'est-ce que vous pensez des Gilets jaunes? D'abord, la vraie question, c'est qui c'est les Gilets jaunes? Et cette question, elle est faussement simple. Au début, en novembre dernier, les gens qui ont mis des gilets jaunes, c'était plutôt des gens qui se disaient, c'est pas juste. Il y a des tas de choses qui bougent, ça bouge d'ailleurs parfois trop vite. Mais nous, on travaille ou on a travaillé, on n'arrive plus à s'en sortir. C'était ce qu'un d'entre vous disait tout à l'heure. On vit pas assez bien. Et puis, on doit prendre la voiture pour aller travailler, ça coûte de plus en plus cher. Et on a plein de contraintes et on vit pas bien. Et on est loin des grandes villes, on a des médecins qui s'en vont. Moi, c'est ça que j'ai compris. Et donc, des gens se sont mis en colère, ont occupé les ronds-points et ont dit on veut que les choses changent. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'ailleurs de Françaises et de Français qui ont dit on est d'accord avec eux. On a essayé d'apporter des premières réponses au mois de décembre en faisant des choses pour que ce qu'on appelle leur pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'ils gagnent mieux leur vie justement par leur travail, qu'ils vivent mieux. Et puis on fait ce grand débat pour dire, au fond, beaucoup de ces problèmes qui ont été dits, ils viennent de très très loin, ils sont assez compliqués, donc il faut qu'on les déplie ensemble pour trouver les bonnes solutions. Et donc il y a toujours ça qui existe, parce qu'il y a plein de gens dont la vie ne s'est pas arrangée du jour au lendemain, et qui ont plein de contraintes, et qui ont ce combat. Et il y a beaucoup de citoyens qui s'y retrouvent. Et puis après, il y a aussi des gens qui se sont mis dans ce mouvement, et puis ils ont mis un gilet jaune. Mais parce qu'ils avaient le sentiment qu'ils étaient avec tous les autres. Mais leur combat, ce n'est pas forcément celui-là. Il y a des gens, ils ne veulent plus aucune règle. Ils disent, nous, la République, ça ne nous intéresse plus. On est pour les extrêmes. Donc on a vu arriver des gens des deux extrêmes. Soit des gens qui disent, moi, je veux plus de règles, plus la République, plus les contraintes, plutôt à l'extrême gauche, et qui acceptent, on ne peut plus prendre de décision parce qu'il n'y a plus de règles. Et puis, d'autres gens qui disent, nous, on veut que ce soit beaucoup plus dur. Il y a des différences qui sont radicales chez nous. On ne veut plus d'étrangers, on ne veut plus des institutions telles qu'elles fonctionnent, plutôt à l'extrême droite, comme on dit. Et puis, on a vu arriver aussi des gens hyper violents. C'est les images que peut-être vous avez vues à la télévision le samedi, et qui ont tout cassé. Et ça, il n'y a rien qui justifie dans une république de tout casser. Rien. Parce qu'on est une démocratie, on va au vote pour choisir son maire, son député, son président de la République. On a le droit de tout dire, de s'exprimer librement. Bon. Et donc, on n'est pas dans une tyrannie. Donc la démocratie, parce qu'on a la liberté de choisir, c'est ceux qui sont majoritaires qui, à un moment, décident. Ils doivent respecter ceux qui sont minoritaires. Mais quand on est une minorité, on n'a pas le droit de dire, parce que je ne suis pas d'accord, je casse tout. Et donc, eux, ils ont mis un gilet jaune pour tout casser. Et donc, ce que je suis en train de te dire, c'est que je crois qu'au début, les gilets jaunes, c'est plutôt ce que je t'ai décrit, que je comprends et j'ai envie de leur apporter une réponse. Et puis, on mis des gilets jaunes, des tas de gens qui s'en fichent que ça aille mieux. Ils veulent juste que ça change totalement et ils veulent juste que ce soit leur règle qui s'impose aux autres. C'est les ultras, comme on dit, t'entends parfois, de gauche ou de droite, et les très violents. Et eux, je ne suis pas du tout d'accord avec eux. Alors eux, c'est les gilets jaunes que j'aime pas. Mais après, il ne faut pas tout confondre, parce que avec des opinions très différentes, il suffit de mettre un gilet jaune pour dire qu'on a la même cause. C'est pas vrai. Et donc c'est pour ça que moi j'ai coutume de dire, comme importe le gilet et la tenue vestimentaire, je parle à tous les citoyens. Mais c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure pour le harcèlement. Pour qu'une société, elle marche, il faut que chacun se respecte. Et donc il n'y a rien qui justifie de casser, d'attaquer les forces de l'ordre, de ne pas être respectueux avec les gens, d'insulter. Ça, c'est inacceptable. Il n'y a aucune cause qui justifie ça. Et là, il faut être intraitable. Intraitable. Parce que si on ne l'est pas avec les adultes qui insultent et qui cassent, comment voulez-vous qu'ensuite, on puisse expliquer aux enfants, c'est mal de frapper, c'est mal d'insulter. Vous-même, vous l'avez dit. Donc ça, c'est un mauvais exemple. Mais je crois que la vérité de ce mouvement, au début, c'est plutôt ce que je t'ai dit, pour commencer, et c'est ce à quoi on va répondre. Pouvez-vous nous aider à avoir un collège public à Beaufrot? On a une école publique à Beaufrot, mais on a un lycée public à Beaufrot, mais on n'a pas de collège. Il faut aller où pour aller au collège?
Nous, normalement, on va à Montigny. Ah, c'est ça. Non, alors, moi, je veux bien t'aider pour plein de trucs, mais après, dans un territoire, c'est-à-dire toi, tu es dans ta commune, Montigny, c'est à combien de chez toi? Je sais pas trop. C'est très très loin ou pas? Non, ça va. C'est à combien en voiture ou en car? Un quart d'heure, 20 Un quart minutes. d'heure. À mon avis, ça va. Tu sais pourquoi on fait ça? C'est pour que plus il y a d'enfants, plus évidemment il y a d'écoles, de collèges et de lycées. Après, il y a des endroits où il y a moins d'enfants, d'autres un peu plus. Donc on doit parfois regrouper les choses ou les organiser pour qu'il y ait le maximum d'enfants qui, dans leur commune, aient justement l'école, le collège, le lycée. Toi, tu as une école dans ta commune, c'est super. C'est qu'à mon avis, on a mis le collège là parce qu'il y avait un besoin de collège et on s'est dit un quart d'heure de car ou de voiture, c'est pas trop. Mais à mon avis, c'est Montigny l'endroit où tu vas pour le collège? Oui. Ils vont où au lycée? Au lycée, on va à Beauprou. Ils vont chez toi. Et tu vois, c'est juste. À mon avis, si je comprends la situation, c'est qu'au collège, toi, tu te déplaces d'un quart d'heure, et au lycée, eux, ils se déplacent d'un quart d'heure. Mais je pense que c'est trop petit, il n'y a pas assez d'élèves pour dire, dans les deux villes, on va mettre le collège et le lycée. Et donc, parce qu'il faut que j'ai suffisamment d'élèves dans un collège pour créer un collège. Parce que sinon, je peux pas, tu vois, si je mets toutes les classes ensemble, ça ne va pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'organiser sur le territoire, il faut parfois un peu partager. Et donc, le collège chez l'un, le lycée chez l'autre, c'est pas mal. Mais on va regarder. Mais s'il y a un projet en plus, il est là, le président du conseil départemental. Il était avec nous tout à l'heure, mais il y a un conseiller départemental. Toi, tu as quel âge? 10 ans. Eh bien, peut-être que 2023, il sera ouvert, le collège, ou pas? Bon, à mon avis, tu seras en train d'arriver au lycée, mais... mais si tu as une petite sœur ou un petit frère, peut-être qu'il aura le collège dans ta ville. Moi, c'était juste pour revenir sur les gilets jaunes. Comment et quand vous allez cesser cette manifestation? Alors, moi, je manifeste pas tellement, pour être honnête avec toi. Donc, si je manifestais, je pourrais te le dire. Mais le plus vite, ce serait le mieux. Si je devais te donner le fond de ma pensée à moi. Parce que là, maintenant, j'ai bien compris le message. Je crois qu'on l'a tous compris. Mais après, ce que je vois, il y a des villes où ça se passe très calmement. Il y a des gens qui manifestent le samedi en particulier, qui mettent le gilet jaune et qui manifestent pour dire on veut une réponse. Et ils le font très calmement. Ça, quand ça se passe calmement, il y a des tas de manifestations sur plein de sujets. C'est une liberté de manifester en France. Tu peux aller manifester sur le climat, pour le pouvoir d'achat, pour des causes que tu défends. Mais il faut que ce soit pour une cause, que ce soit bien organisé. Tu dois demander l'autorisation à la préfecture. Ça doit être organisé par des services d'ordre. Et tu n'as évidemment pas le droit de casser, d'insulter ou d'attaquer. Là, le problème qu'on a, c'est dans beaucoup d'endroits, tu as des gens qui viennent, mais moi, j'appelle pas ça manifester. Parce qu'ils viennent pour se retrouver, pour casser, insulter, attaquer les forces de l'ordre. Donc ça, ce sont plutôt des gens qui viennent faire des émeutes ou qui sont des casseurs. Donc il ne faut pas confondre. Et donc eux, je voudrais qu'ils arrêtent le plus vite possible. Et donc d'abord, il faut que les gens les soutiennent de moins en moins. Nous, on est très ferme et intraitable. Mais après, tu sais, ce qui est très dur, et il faut rendre hommage là aux policiers, aux gendarmes et à tous ceux qui les encadrent, c'est qu'on fait très très attention parce qu'il y a des gens qui sont d'une violence extrême. Et un policier, un gendarme, il n'a pas choisi ce métier-là pour passer ses samedis à s'occuper de gens qui viennent juste détruire ou les insulter. Et donc, il faut que ces gens comprennent que leur cause n'en est pas une. Ceux qui font ça, ce sont des gens qui aiment l'émeute, et moi je n'aurais mais aucune sympathie. Donc eux, s'ils pouvaient t'entendre et dire en effet quand est-ce qu'ils s'arrêtent, ce serait formidable. Le plus vite, c'est le mieux. Parce qu'on a plein de choses à faire pour notre pays. D'abord, faire les choses tous ensemble, parce qu'un pays ne peut avancer que si on se met tous ensemble avec des solutions et pas de la destruction, et qu'il y a beaucoup de situations qu'on doit régler. Vas-y. Pourquoi voulez-vous fermer des classes dans les écoles? Alors, moi, je ne veux surtout pas enfermer. D'ailleurs, on enferme beaucoup moins qu'on ne devrait. Mais en fait, c'est simple. Ça dépend du nombre d'enfants. Si tu as de moins en moins d'enfants, tu ne peux pas maintenir toujours le même nombre de classes.
Et d'ailleurs, dans les endroits où des classes se ferment, bien souvent, on a déjà des classes où il y a plusieurs niveaux, où les CP sont avec les CE1 ou autres. Bon. Et donc, le sujet, c'est que tu as des endroits où tu as des nouveaux élèves, il faut en ouvrir. Tu as des endroits où les élèves partent, tu en as de moins en moins, il faut les fermer. Vous, les jeunes de votre âge, il y en a plutôt moins que la génération d'avant. En fait, ceux qui sont nés au début des années 2000, il y en a eu beaucoup. Donc on a ouvert des nouvelles classes. Et puis après, les parents ont fait moins d'enfants. Et donc autour de 2008, depuis 2008-2010 et encore plus ces dernières années, ça a un peu baissé. Et donc il y a des endroits où on en a moins. Après, il y a des territoires où les gens bougent. Et ils vont se mettre dans d'autres endroits. Et ils ne restent pas forcément au village où il y avait l'école. Et donc on fait du cas par cas. Partout où on peut maintenir des écoles et des classes, on le fait. On en a même maintenu alors qu'il aurait fallu les fermer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il faut plutôt, comme le disait ta voisine, essayer que les communes s'organisent entre elles pour garder les classes à proximité, dire on fait le CPCE1 là, ou on regroupe dans une même commune tous les jeunes des communes avoisinantes quand elles sont à un quart d'heure, 20 minutes de voiture. Il faut que tout le monde le décide ensemble pour les maintenir. Mais c'est qu'il y a moins d'élèves. Oui, mais dans ma classe, on est 23. Ouais. Et dans mon école, il va y avoir une classe qui ferme, donc on sera presque 30. Mais la classe qui ferme, il y a combien d'élèves? Bah, Tu sais, on ne les ferme pas par plaisir. Je regardais un département, le département voisin, on en parlait. Il y a 800 élèves en moins. Je ne sais pas combien d'élèves en moins il y a dans le département ici, monsieur le préfet, si on le sait. Moi, je vois parce que tout à l'heure, j'avais regardé par exemple pour la Sarre juste à côté. Pardon? 800 élèves en moins. Et on supprime combien de postes? Et donc je pense qu'on supprime quasiment pas de postes, alors que si on faisait un peu mécaniquement les choses, compte tenu du fait que tu as 800 élèves en moins, on devrait supprimer, tu vois, plusieurs dizaines de postes d'enseignants. Donc c'est simplement qu'à un moment donné, tu ne peux pas garder des classes quand il y a trop peu d'élèves. 23, c'est bien. C'est bien 23. On voudrait même partout pouvoir les réduire à autour d'une douzaine, entre 12 et 15. On fait d'abord cet effort dans les endroits qui sont les plus pauvres. Ce qui n'est pas le cas, je pense, de l'école où tu es. Sinon, tu serais à 12 en CPCE1. Tu es en quelle classe, toi? CM1, CE2, CM1. Tu es en CE2, CM1. Donc toi, tu es déjà une classe à 2 niveaux. Oui. Tu vois? Donc on a déjà mis, t'imagines? On a mis les CE2 et les CM1 ensemble, ça fait 23. Si à côté, il y avait une autre classe CE2, CM1 où il n'y en avait que 10, donc après, la décision, c'est le directeur de l'école qui la prend avec ce qu'on appelle le recteur. Mais il y a un moment donné, quand tu as trop peu d'élèves, tu ne peux pas laisser la situation comme ça. Donc soit tu décides de regrouper des écoles entre elles pour dire, on va mettre les écoles ensemble pour avoir une classe par niveau ou suffisamment d'élèves par classe, et puis on demande aux élèves de faire un quart d'heure de route, soit on dit on garde l'école, mais on regroupe un peu les classes. Mais l'explication, ce n'est pas pour faire des économies, c'est qu'il y a moins d'élèves. Et ça, tu n'y peux rien et moi non plus. Mais je ne peux pas faire comme s'il n'y avait pas moins d'élèves, parce que sinon, je ne peux pas me retrouver après avec des collèges où il y a 30 élèves dans le collège. Ce n'est pas bon pour les élèves non plus. Donc il faut accepter qu'il y ait des changements. Et après, on fait des innovations. On recrée aussi des pensionnats. On fait ce qu'on appelle des regroupements pédagogiques. On va mettre plusieurs écoles ensemble. Donc voilà, à chaque fois, on innove en fonction du terrain. Et partout, on peut recréer des places de profs, on le fait. Merci. Qu'est-ce qu'il voulait? Tu voulais aussi? Je privilégie peut-être ceux qui n'ont pas parlé. Oui, ça sera les dernières questions. Qui n'a pas parlé et veut poser une question? Alors, tu as moins parlé. Allez, les deux. Est-ce que vous avez peur des personnes qui sont contre vous? Non, si je dis que j'ai peur, mais moi, tu sais, parce que je suis président de la République, je suis protégé. Donc, j'ai pas peur. Moi, pour moi, ça me rend plutôt triste qu'il y ait des gens qui soient contre moi parce qu'ils ne sont pas d'accord. Moi, je suis très content. Je veux dire par là que c'est la démocratie. Il faut qu'il y ait des gens qui soient d'accord, d'autres pas d'accord, et c'est ce qui permet de faire avancer le pays, parce que parfois tu as tort. Moi, j'ai fait des choses, j'avais pas raison, et les gens qui étaient contre moi, entre guillemets, j'ai compris leurs arguments, ils m'ont apporté quelque chose, et puis j'ai changé. Et puis d'autres, on n'est pas du tout d'accord parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs, on ne veut pas la même société, on ne veut pas créer le même pays, mais je suis content qu'ils existent. Bon. Donc, qu'on ne soit pas d'accord et qu'ils soient contre moi, si c'est dans ce cadre-là,
c'est-à-dire démocratique et respectueux, ça ne me fait pas peur et ça ne me gêne pas. Au contraire. Ce qui me rend malheureux pour notre pays, c'est qu'il y ait des gens aujourd'hui qui sont contre, mais pas parce qu'ils ne partagent pas seulement les mêmes idées, ils sont contre parce qu'ils sont haineux. Et ils veulent casser, détruire, tuer, ils font des choses qui sont pas correctes. Eux, ils doivent être très malheureux, mais ça m'inquiète pour notre pays, parce que tu peux pas faire des... C'est des gens à qui tu peux pas faire comprendre qu'ils peuvent avoir tort ou raison, qu'à un moment donné, si dans cette salle on décide quelque chose, il y en a qui vont penser blanc, d'autres noir, on va peut-être trouver une solution où tout le monde sera content, qui sera grise, et puis à un moment, si on ne la trouve pas, on va peut-être devoir dire qui est en majorité pour le noir. Et puis on fera le noir. Et il faudra qu'on respecte ceux qui étaient pour le blanc, qu'ils arrivent à trouver leur place. Mais c'est comme s'il y en avait 5 qui étaient pour le blanc et qui disent « Ok, vous avez choisi noir, eh ben, je vais décider de casser toute la pièce. » Et c'est ça à un moment donné ce qui se passe. Et ça me rend malheureux. Parce qu'ils sont au fond pas contre moi, ils sont contre ce que je représente. Voilà. Allez, une dernière. Toute dernière. Qui a le moins parlé? Jeune homme peut-être. Je vois pas derrière. Alors, attends, ouais. Ah bah toi, t'as pas parlé. Tiens, voilà, bah pas du tout. Voilà. Hop. Très bien. Pourquoi vous avez voulu être président de la République? Alors, écoute, ça se fait progressivement. D'abord, j'ai toujours aimé mon pays. Je ne vais pas vous mentir, moi quand j'étais à votre âge, je ne rêvais pas du tout de devenir président de la République. Je n'avais pas une idée très claire de ce que je voulais faire, mais je ne vais pas te dire, depuis tout petit, je rêve de ça et j'ai envie de le devenir. Mais j'ai toujours aimé la vie politique, l'histoire de mon pays, et j'ai toujours aimé notre pays, la France. J'étais fier quand la France gagnait, progressait, avançait, malheureux quand elle était attaquée, et voilà, j'aimais notre pays. Donc c'est ce qui m'a conduit, d'ailleurs, à servir le pays dans la fonction publique, d'abord. J'ai passé des concours, tu vois, moi je viens d'une ville qui est plutôt au nord de Paris, qui s'appelle Amiens. Je suis allé à Paris, j'ai fait des études pour voilà, essayer de faire ma part. Mais je n'avais pas une idée très claire. Ensuite, j'ai servi l'État, j'ai été après dans le secteur privé, et puis je me suis engagé en politique pour essayer de changer les choses. D'abord pour aider d'autres gens à faire de la politique et plutôt les conseiller. J'ai fait ça un temps, et puis après, on m'a confié des responsabilités comme ministre. Et là, j'ai vu ce qu'on pouvait faire, et je me suis dit, je pense qu'on peut faire beaucoup plus pour que le pays soit plus fort et qu'on fasse les transformations dont on a besoin, qu'on arrive à répondre vraiment aux problèmes qui sont les nôtres. Et j'ai eu envie de dire, moi je pense avoir des solutions, j'y crois, et je pense que les gens peuvent me suivre sur ces solutions et qu'on peut agir collectivement là-dessus. Et donc c'est à la fois l'amour de mon pays et le fait de dire, il y a des choses auxquelles je crois que j'ai envie de porter. Et c'est ça ce qui progressivement m'a conduit à créer un mouvement politique et à me présenter aux élections présidentielles. Et progressivement, après, quand je dis que c'est une dynamique, c'est quand tu vois des gens qui te font confiance et qui t'accompagnent, qui croient dans ce que tu fais, bah tu te mets à prendre confiance dans ce à quoi tu crois toi-même. Quand tu vois des gens qui commencent à le faire et que ça marche, bah tu te dis ok, voilà, et t'avances. Donc, moi c'est pour ça. Et je crois que si j'ai voulu devenir président de la République à la fin, c'est parce que je crois qu'on vit un moment historique. En France, en Europe et dans le monde, où on peut réussir à faire des choses formidables, mais si on ne se bat pas, le pire peut arriver. Les divisions, la violence, les reculs même sur des choses qu'on avait réussi à faire. Et donc moi j'ai envie que notre pays, non seulement garde ses valeurs et ce qu'il a été, mais soit un modèle pour beaucoup d'autres. Et je pense que tu vois, qu'on peut réussir à être encore plus fort pour produire des choses chez nous, pour mieux former les jeunes et les moins jeunes, pour réussir à être plus juste, parce qu'on permettra à des enfants qui viennent, quel que soit leur milieu, d'accéder au niveau qu'ils souhaitent. Réussir le défi de l'environnement qu'on évoquait tout à l'heure. Réussir à rendre notre Europe plus forte. Voilà, j'ai une série de combats auxquels je crois, que je ne voyais pas porter avec cette force chez d'autres et que j'ai voulu porter avec les gens qui m'ont fait confiance. Mais c'est une question très compliquée, celle que tu m'as posée.
Donc voilà ma part de réponse à cette date. Merci à vous. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a peut-être de futurs présidents de la République dans cette salle. Merci beaucoup. Pour conclure, avant peut-être de vous laisser la toute dernière conclusion, vous dire deux choses. D'une part, vous remercier beaucoup pour l'ensemble des échanges que nous avons eus, la qualité de ces échanges-là, et de vous dire que si vous le souhaitez, on peut, avec moi, poursuivre ces échanges plus tard, parce que je vous propose la même chose que ce que j'ai proposé aux jeunes avec qui j'étais la semaine dernière. C'est que si ça vous intéresse, certains d'entre vous, si l'exercice vous a plu, eh ben, moi je vais créer un petit conseil avec des jeunes gens comme vous, voilà, et que je m'engage à voir tous les mois, comme ça, pour échanger sur ce que je suis en train de faire, parce que vous savez que moi je m'occupe de l'enfance, pour avoir votre avis. Et donc si ça vous intéresse, vous viendrez voir mon équipe et on se reverra le mois prochain et chaque mois qui passe. Voilà. Et puis dernière chose, je voulais non pas qu'on applaudisse le président de la République, mais qu'on s'applaudisse tous ensemble pour le moment qu'on vient de passer. Merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup, merci d'avoir pris sur votre temps. Et puis surtout, merci de réfléchir à tous ces sujets. Et on n'a sans doute pas apporté toutes les réponses, mais moi je voudrais que vous ne perdiez jamais de vue que d'abord, il ne faut jamais accepter les choses quand on ne les comprend pas. Que ce soit quand on parle d'environnement, quand on parle de harcèlement à l'école, de violence. Et donc ce qu'on a fait là et ce que vous faites chaque jour, c'est de se poser des questions, de s'interroger, de débattre, est très important dans notre société. Et ne l'arrêtez jamais. Parce que sinon, on accepte les injustices, on accepte le silence, on accepte des situations acquises qu'on n'arrive plus à expliquer. Et puis la deuxième chose, c'est que vous avez une part de la réponse. Quand je vous ai interrogé, vous l'avez dit. Sur chacun des sujets qu'on a évoqués, vous avez une part de la réponse. Quand on parle d'environnement, ce ne serait pas que quelques-uns qui ont la part de réponse. Vous l'avez aussi. Le tri, les journées citoyennes, les choix qu'on fait quand on achète ceci ou cela, de ne pas acheter des aliments où il y a de l'huile de palme ou que sais-je. Quand on parle de harcèlement, vous avez votre responsabilité. De ne pas suivre les idiots qui se moquent ou ceux qui pointent du doigt l'un ou l'autre parce qu'il est différent. De dénoncer quand vous voyez du harcèlement, de ne pas vous laisser faire. Et puis quand on a parlé de citoyenneté, vous avez votre part de responsabilité aujourd'hui pour ne pas permettre les inégalités quand vous les voyez s'installer à côté de vous. Et puis demain, comme adulte, pour dire c'est pas possible que ça continue comme ça. C'est pas juste dire c'est nul. Comme tu as dit, c'est dire ça continuera pas comme ça. Parce que moi, je suis une citoyenne, ça va changer. Et donc ce que je veux vous faire toucher du doigt, c'est que si vous gardez ces deux choses-là toujours avec vous, on peut avoir beaucoup d'espoir pour notre pays.